Ça, c'est moi en route pour aller chercher mes parents pour les amener à Toronto voir Taylor Swift, parce que qui est le plus gros Swiftie que je connaisse? Mon père Denis, 73 ans. Bonjour, ici David Bocage. J'espère que vous allez bien, c'est le temps des fêtes, il faut en profiter. J'ai fait une vidéo il y a quelques semaines, voire peut-être un mois, où je relatais, je documentais mon périple à Toronto avec mes parents et mon frère, et dans lesquels je vous présentais mon père, qui est un Swiftie invétéré, un homme de 73 ans, j'ai eu une réaction absolument hallucinante à la suite de cette vidéo-là. Je pense que c'est l'affaire qui a le plus marché dans ma carrière à date, ces vidéos-là. Et les gens avaient des questions. Mon Dieu, mais c'est quoi l'era préféré de ton père? D'où part son amour pour Taylor Swift, tout ça? Et je me suis dit, tiens, à l'approche du temps des fêtes, tant qu'à passer du temps en famille, pourquoi ne pas faire un podcast avec le principal intéressé, M. Denis Gauvreau, à 73 ans, PhD, évidemment, il va s'en dire. Je vous le présente à l'instant. Denis Gauvreau, mesdames et messieurs. Attention, caméra 1, caméra 2. Comment ça va, Denis? Ça va bien, toi? Denis, c'est-tu ton premier podcast? Est-ce que c'est mon premier podcast? Non, je pense pas. C'est ton deuxième. On avait fait celui avec Charles Pellerin à l'époque, les ambassades. Qui est probablement perdu quelque part. Non, je l'ai retrouvé, j'ai retrouvé les fichiers. Aïe, aïe, aïe. Il était plus sur YouTube. Good. Ben non, mais il était bon. Pourquoi ça? Ah non, OK, d'accord. Il était très bien. Je l'ai gardé comme archive familiale quand même. J'en ai appris beaucoup là-dedans. Donc, ben oui, Denis, commençons avec le début, là, cette vidéo-là que j'ai fait, ce petit vlog humoristique. D'ailleurs, il faut peut-être mentionner d'entrée de jeu, les gens vont se demander pourquoi on n'a pas le même nom de famille. Mais en fait, la raison est que je suis adopté. Non, c'est pas vrai. Parce que j'ai deux noms de famille. Bocage-Gauvreau, mais l'humour en attention. Mais mon vrai nom, c'est Bocage-Gauvreau. Tel qu'on peut le voir sur ce magazine, sûrement peut-être on est trop en gros plan, là, mais de Taylor Swift que j'avais reçu en mars 2009 avec mon nom complet. Juste preuve légale de la chose. Bref, ça pour dire, Denis, la réaction aux vidéos. Est-ce que des gens t'en ont parlé? Parce que là, il y a plus que 175 000 views au moment où on se parle. Pardon? Combien? 175 000 views. Oh mon Dieu. Oui, OK. Et bon, je passe les commentaires puis les likes tout ça, mais oui, c'est ça, le feedback. Est-ce que tu as eu du... Parce qu'il y a des gens qui t'ont parlé de cette vidéo-là? Ou... oui, il y a des gens qui m'en ont parlé. Il y a un ami avocat qui m'a appelé en me disant Denis, qui te veut du tort? Ben voyons. Oui. Et sinon... ça voulait dire quoi, ça? Je comprends pas. Ouais, je sais pas. C'est ce que je me suis demandé après l'appel. J'ai eu des amis, des personnes, je dirais une douzaine de personnes qui m'en ont parlé. Entre autres, des gens que j'ai vus pour mes projets d'innovation. Après les avoir rencontrés, ils m'ont dit « La vidéo, c'est quoi ça finalement? » Mais c'est sympathique. Donc, je pense que dans l'ensemble, ça a été bien reçu. Ben oui, tu as des voisines qui sont venues te voir avec le journal? Oui, qui m'ont dit, plusieurs voisines dans l'édifice, dans le condo, qui m'ont dit que c'était très drôle. Bon. Que ça les avait beaucoup amusés, que ça les avait fait rire beaucoup. Donc, toi, j'ai raté ma carrière. J'aurais dû être... Toi, qu'est-ce que tu as pensé de vidéo? Tu l'as vu? D'abord, j'ai été surpris. Je ne savais pas qu'il y aurait une vidéo, puis qu'il y aurait une vidéo qui irait sur la toile. Moi, je ne savais pas non plus. Alors, je me suis dit, David m'a joué un tour. Ben non, mais là... qu'est-ce qu'on ferait pas pour ses enfants? C'était pas une vidéo méchante, c'était une vidéo... Non, pas du tout. C'était une vidéo avec tendresse et bien sûr. Amour pour ses parents. Bien pour sûr. Taylor Swift. Surtout l'épilogue là, à la fin de ton texte. Oui, exactement. Il y avait une morale en dessous de ça. C'est ça. Il y avait, comme tu dirais, une thématique. On va revenir aux thématiques de Taylor Swift à l'instant. Ben oui, je trouvais que c'était une belle occasion de faire un épisode. Puis ça qui est le fun, c'est que cet épisode-là qu'on fait en ce moment, il n'y a pas de cadre particulier. C'est pas un épisode de direct sur le tape. C'est juste pour le plaisir, pour parler de Taylor. Peut-être que ça va devenir quelque chose. J'avais déjà un nom en tête, Gauvreau et fils. J'ai un ami avec qui j'en parlais qui me disait tu devrais comme parler faire des épisodes avec les champs d'expertise de ton père, l'Angleterre, la Gaspésie, les Beatles, Taylor Swift, l'Alzheimer. Tu as fait de la recherche longtemps sur l'Alzheimer. Je me suis dit, tiens, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont devenir, mais commençons par le début. Faut plonger. Taylor Swift. Taylor Swift. Ben oui, les gens, la question, je pense qu'il va... parce que c'est ça, pour juste finir sur le feedback vidéo, le Journal de Montréal m'avait appelé aussi pour faire un article qui a paru aussi dans le journal. Donc vraiment, cette affaire-là est allée plus loin qu'on pensait. Il y a des gens qui m'ont écrit aussi. Il y a une madame qui a commenté, Maryse, était comme j'étais votre gardienne quand vous étiez petit. Maryse, ouais. Oui, ça me dit quelque chose. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, il y a un monsieur qui avait commenté sur Facebook, moi j'ai connu Denis au hockey à l'époque, c'est un parent d'un joueur
Bon. avec qui jouait Luc Tourangeau, qui était le père de Steven Tourangeau. Je me souviens. Fait qu'il a dit « Salut Denis ». En tout cas, beaucoup de salutations à tes parents, de gens qui, en tout cas, bref, ont vu le vidéo. 175 000, il y a une chance qu'il y ait des gens qui me connaissent personnellement dans ça, oui. Ben oui, mais honnêtement, il y a beaucoup qui t'ont découvert. Bon, avant de tomber dans la jeunesse, c'est-à-dire ton amour de Taylor Swift, d'où ça part, tout ça, juste pour donner un indicatif aux gens du sérieux de ton fanatisme, je veux qu'on parle brièvement de ta préparation pour le spectacle. Toi, tu t'es pas présenté à Toronto là, comme un cheveu sur la soupe. Tu avais quand même une méthodologie derrière ta préparation. Quelle était-elle? Une méthodologie, ça, c'est un mot savant. Non, écoute, moi, depuis toujours, les billets de spectacle sont chers. Ça dure le temps du spectacle. Donc, que ce soit un chanteur, une chanteuse, que ce soit un opéra ou que ce soit une symphonie, en général, je l'écoute entre 2 et 10 fois avant d'y aller. Puis j'essaie de lire, même si je les connais très bien, pour tune in, me mettre dans l'ambiance, être prêt, être sur un momentum. Donc, pour Taylor Swift, j'ai écouté le spectacle sur Disney+. Et puis, j'ai dû écouter, j'imagine, je sais pas, la plupart des albums, je les ai écoutés une fois, je pense, certainement. Puis il y en a que j'ai écouté 2 ou 3 fois. Et je connaissais moins bien la deuxième partie de Tortured Poets que j'ai réécouté plusieurs fois avant d'aller au spectacle. Donc, quand je suis rentré au Rogers Stadium ou Center, j'étais prêt. Prêt au sens où, je sais pas quel est le prix du billet parce qu'on était invité par David. J'ai été chanceux, j'ai gagné au tirage, donc on les a pas achetés en revente. Oui. Donc j'avais payé, je me souviens que c'était 150 $. Tu sais, c'était moins cher que beaucoup de shows. À 150 $, c'était un très bon deal. Oui, c'était un deal historique, même, parce qu'on aurait pu le revendre pratiquement 5 000 $. Oui, c'est ce que j'ai compris. Puis on voit les prix qui ont été payés aux États-Unis dans certaines villes pour des billets revendus. Maintenant, pour revenir à ta question, moi, je me répète, mais je pense que c'est important. Quand on va dans un spectacle, je pense que ça vaut la peine d'être préparé. Comme... Donc, toi, tu avais écouté toute la discographie une fois, certains albums 2. Oui. Tu avais fait des lectures, tu avais écouté les spectacles sur Disney, donc tu savais déjà qu'est-ce que tu t'en allais voir un peu. Ouais. Et tu avais également, tel qu'on le voit dans la vidéo, tu avais imprimé le setlist. Oui, bien sûr. La liste des chansons en 4 copies pour chacune des personnes présentes. Moi, mon frère, on voulait pas les voir, on voulait se garder la surprise. Ce qui t'avait comme ébranlé, mais t'étais comme, les gars, vous allez pas être prêts. Il faut être prêts pour le show à Taylor. Mais nous, on voulait se garder la surprise. Écoute, on va peut-être en reparler pendant l'entretien. C'est un spectacle où il y a du mouvement, il y a de la mise en scène, il y a de l'éclairage, il y a des costumes. Même si ça paraît long, 3h15, ça passe très vite. Donc, il y a beaucoup de choses à voir. Moi, j'étais très content d'être, entre guillemets, très, très près parce que j'ai pu regarder des choses que je n'avais pas vues sur la transmission de Disney+. Et là, à Vancouver... Et les journalistes du Globe and Mail ont dit qu'il y avait beaucoup de caméras aux 3 soirs. Les 3 derniers concerts de Taylor Swift, c'était à Vancouver. Ouais. Ça se peut qu'il y ait une autre version du spectacle qui va être développée. Ah donc oui? Ça serait bien, oui. Parce qu'il y a eu des... Parce que quand elle est sortie sur Disney, Tortured Poet n'était pas sorti, Non, il n'était pas sorti. Donc, il y a eu des choses qui ont changé quand même. Dans des lectures aussi, tu as suivi tous les articles sur elle. Quand je t'ai dit... pas tous les articles, mais quand je t'ai dit qu'on avait des billets pour Taylor Swift, la première affaire que tu m'as dit, est-ce que tu te souviens, c'était quoi? Non. T'étais comme... C'est parce que j'ai lu dans le Globe and Mail ce matin qu'on avait une chance sur 400. Ah oui, OK. T'avais des statistiques. Donc, on a été chanceux. David a été chanceux d'obtenir des billets. Je n'en reviens toujours pas. Je pensais que c'était un spam. Je pensais pas que c'était un vrai. C'est jusqu'à ce que je réalise, OK, c'est un vrai code. Je pense qu'il n'y a pas rien à cliquer de dangereux. J'ai réalisé qu'on avait les billets. Nous, on a assisté au show du 22 novembre, nous. À titre informatif, il y en a qui me demandent, vous étiez là quel soir? On était là le 22, qui était le vendredi, si je ne m'abuse. Exact. Et donc, la même soirée que Justin Trudeau, qui était là, le premier ministre. On ne l'a pas vu. Non, on n'était pas exactement au même étage. On était en haut. Mais on avait des très bons billets. Des très bons billets, parce qu'on avait des billets devant la scène. Donc, exact. On avait une vue panorama qu'on n'a pas sur la transmission de Disney+. C'est ce que j'ai choisi. Moi, je voulais qu'on voit de face.
Puis après, je me suis dit, j'aurais-tu dû prendre de côté pour qu'on soit plus proche? Mais finalement, non, parce que finalement, on voyait vraiment bien. On avait des bons billets, honnêtement. Là. On était, non, ça a très bien été. Puis on avait un public, autour de nous, on a un public très enthousiaste. Mais c'est comme, le public de Taylor Swift, pour moi, c'était, il y avait 2 spectacles. Il y avait le show, puis il y avait le show dans les estrades. On est d'accord. Et ça, sur Disney+, non, on n'a pas vraiment... je te dirais, on ne ressent pas l'enthousiasme de la foule. Et la participation de la foule et le rôle de la foule dans le spectacle. Non, puis il faut vraiment que tu le vives parce que c'est comme. Il y avait tellement d'éléments. La crowd, elle a vraiment une crowd extrêmement bienveillante, qui est un mot à la mode, mais c'est vrai. Il y avait tout le monde. Il n'y avait aucune personne qui parlait fort, qui était sous. Je pense qu'ils ont vendu 6 bières probablement dans toute la soirée. Le gars qui était au beer stand était genre... Il n'y avait personne qui achetait. Il y avait très peu aussi. C'était majoritairement féminin. On le voit dans mon vidéo, je filme les urinoirs des hommes. C'était abandonné. Là. Zéro personne sur 37 urinoirs vides. C'était vraiment... Je serais curieux. J'ai essayé de me dire pendant le spectacle, c'est-à-dire avant d'entrer, quand je voyais les fils, à mon avis, c'est entre 3 et 5 % des spectateurs tristes, je devrais dire, qui sont des hommes. Oui, probablement, pour vrai. Pour vrai, il y en avait... On a vu peu d'hommes, encore moins en haut de 45, 50 ans. Oui, moi, j'ai pas vu de gens qui ressemblaient à 60 ans et plus. À Denis Gauvreau, oui. J'ai pas vu... On était à 50 000 ce soir-là. 49. 49 qu'elle a dit. Ouais. Je pense que, en tout cas, je serais curieux de voir, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était plus vieux que toi ce soir-là dans le Rogers Center à 73. Des hommes, presque impossible, selon moi. En tout cas, on n'en a vraiment pas croisé. Puis après ça, est-ce qu'il y avait une grand-mère, peut-être, tout ça? Mais c'est sûr que tu étais dans le... Des grand-mères, il y en avait. Ça, j'ai vu des grand-mères où je me disais, ça, c'est pas loin de 70 ans ou plus. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait. Tu sais. Mais ça donnait une idée de sa démographique. Ouais. Puis aussi, les gens, peux-tu prendre des photos de moi? Tu sais, les bracelets, tout le rapport de la communauté. Tu sais, je pense que quelqu'un aurait échappé un 100$, quelqu'un aurait dit, t'as échappé 100$. C'est moi ce que je veux dire. Oui, okay. Il y avait comme une genre de... Oui, c'est vrai. C'est un bon exemple. Tu sais, c'était comme, bonne soirée à vous. Tu sais, il y avait vraiment une... Tu sais, j'ai vu un reportage, je sais pas si tu as vu le documentaire sur Taylor Swift que ma tante Diane nous a envoyé, qui est un documentaire français. Oui. Puis la journaliste, elle s'est pointée à un show à Londres en disant, je veux un billet pour Taylor Swift, je veux vivre ce truc. Puis il y a quelqu'un qui est venu la voir, puis qui a dit, j'ai un billet pour toi. T'as-tu vu ça dans le... Oui, puis elle a dit, OK, combien tu veux? Je vais te payer, tout ça. Ouais. Non, c'est bon, merci. Non, mais c'est ça, je peux te payer, c'est mon métier. Puis la personne a dit, non, bon spectacle. Ouais, ça m'est arrivé, ça, à Londres, à l'Opéra, il y a très, très longtemps, pour Wagner. 4 soirs de suite pour l'anneau des Nibelungen, là. Et j'avais pas de billet. Peux-tu mettre en contexte pour les gens qui sont pas Non, je me suis mis en queue dehors. Okay. À l'Opéra, le Royal Opera House à Londres. Oui. Une fois tous les, 4 ou 5 ans, on va présenter les 4 opéras de Wagner sur l'anneau. Et moi, j'avais pas de billet. Et je me suis mis en rang. L'endroit, il fallait se mettre en rang. Et pour acheter des billets. Et puis, une dame qui s'est présentée. J'étais pas le premier dans la queue. Je devais être le 4e ou 5e, peut-être même 6, 7e. C'était une Française qui devait avoir 70 ans et plus facilement. Moi, j'en avais 26, 27. Madame Amat. Mon Dieu, vous êtes devenus amis? Oui, on a passé 4 soirs ensemble à l'opéra. Parce que c'était pas juste... Puis Madame Amat a dit... je pense qu'elle a dit quelque chose comme « I have a tickets for sale ». Et j'ai compris qu'elle était française. Je dis « Madame, moi, ça m'intéresse vos billets ». Est-ce qu'elle parlait en français? Oui, elle est venue vers moi. Puis Madame Amat, c'était une médecin. Tu vois? Vous êtes encore en correspondance, j'imagine. Ben non. Ça m'est arrivé aussi, moi, pour là que tu t'en parles, le lancement de l'album Trompe-l'œil de Malajube, février 2006. Et c'est drôle parce qu'ils viennent de sortir que tu as sûrement lu dans la presse, ils ont sorti un document sur les classiques, les nouveaux classiques de la musique québécoise, les albums classiques. Oui, j'ai vu ça. Duquel faisait partie Rêver mieux. On est allé voir Daniel Bélanger il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 jours. Plein d'albums classiques. Et Trompe-l'œil fait partie aussi des nouveaux classiques là, québécois. Il était même, il y a 20 ans, il y a eu une liste des meilleurs albums québécois, une top 50, puis il était déjà dedans à l'époque. Donc là, évidemment, pas surpris. En fait, c'était les albums depuis l'année 2000. C'était les albums depuis l'an 2000 qui sont, mettons, des nouveaux classiques, vu qu'on a un petit peu plus de recul.
ça pour dire, février 2006, moi, j'attendais patiemment le deuxième album. Je t'avais fait écouter le premier à l'époque. On s'en souviendra, le compte complet. Et c'était en plein hiver, puis j'avais pas de billets. Et il y avait une fille qui allait à mon école qui était comme moi, j'y vais déjà au show. Puis là, j'ai dit, bon, je vais trouver une manière. Puis je sais pas de quelle. On habitait à Montréal, fait qu'au moins c'était accessible. Je pouvais y aller et revenir de manière indépendante. Je m'étais pointé chez au La Tulipe. Puis j'étais là, La Tulipe, c'est comme moins 30. Puis j'étais comme, les billets, je scalpais des billets pour un. Puis je me demandais, tu sais, ça fait longtemps. Puis j'étais comme, mais là, ça fait un bout, là. Je sais pas, je vais trouver un billet, puis il fait froid. Puis il y a une madame qui est sortie en T-shirt qui est comme, un billet? Oui. Puis là, aujourd'hui, je comprends que ça s'appelle des guest lists. Tu as des guest lists de gens qui se présentent pas. La plupart des gens ne se présentent pas. Fait qu'elle m'a dit, lui, OK. Puis là, j'étais comme, merci. Puis mais elle a fait, il y a un gars dehors. Je pense qu'il y a un kid dehors qui voudrait voir ce show-là. Et la fille qui était venue de mon secondaire, qui était en dedans, c'était Cœur de Pirate. C'était Béatrice Martin. Parce qu'elle, on était en secondaire 5 ensemble. Puis c'était déjà une fan de musique. On parlait beaucoup de musique. Puis elle avait des billets avec des amis. Puis elle avait dit à son père qu'elle venait pour... Parce qu'il y a un théâtre en face, là, la Licorne, je sais pas trop quoi. Elle avait dit à son père, je vais au théâtre pour l'école. Parce que je pense qu'elle me disait, je pense qu'il n'aurait pas dit non. Il n'aurait peut-être pas dit oui pour de la musique. Puis là, son père l'avait déposé. Il était rentré. Puis là, j'ai réussi à rentrer. Puis j'étais allé les rejoindre au deuxième étage. Mais j'avais assisté... Comme quoi, des fois, il faut un peu forcer la main du destin. C'est ça que j'essaie de dire. Moi, j'en ai deux autres comme ça. À Covent Garden, je me souviens plus du nom de l'opéra. Je me suis présenté tôt. Ça devait commencer à 7h, 7h30. Parce que quand je travaillais, j'avais beaucoup de voyages en Europe. Puis j'étais seul. Donc, je me disais, bon, ce soir, je vais essayer de voir si je peux me trouver un billet pour l'opéra. Et à Covent Garden, je suis arrivé tôt, 1 heure avant le spectacle. Il y avait des billets à un prix inabordable. Donc, Par rapport à Taylor Swift, mettons. Oui. Et je me suis dit, non, je ne payerai pas pour ça, c'est pas vrai. Et bon, le temps passait, les premières cloches pour faire rentrer les gens, les deuxièmes cloches pour faire rentrer les gens. Et je suis resté seul dans l'entrée. Et il y a un bonhomme qui est venu me voir, des gens qui plaçaient les spectateurs. Je m'imagine tout habillé. Il m'a dit, monsieur, vous attendez pourquoi? Je lui ai dit, j'attends pour qu'un billet tombe du ciel pour rentrer. Il m'a dit, j'en ai un. Mais c'est un billet sur le côté de la scène. Vous allez être très proche d'un côté de la scène. Il ne faut pas parler, il ne faut pas bouger. Là, je me suis dit, aïe, aïe, once in a lifetime. Une autre fois à Francfort, c'était Don Giovanni, ça je me souviens. Et je me suis mis dans la queue. Et puis quand c'est arrivé... Ça, c'est des opéras ou des... Oui, des opéras. Je me suis dans la queue. Et à un moment donné, j'étais le premier. Puis un Allemand qui est venu vers moi, qui m'a dit, j'ai un billet, je vous le donne. Okay, c'était un monsieur qui avait certainement 70 ans, un très, très bon billet. Et pendant la soirée, j'ai dit, monsieur, l'autre billet, c'était le billet de qui? Parce que c'est vraiment une très, très bonne représentation. Il m'a dit, ça, c'est le billet de mon épouse qui est beaucoup plus jeune. Elle a des choses beaucoup plus intéressantes à faire que de venir à l'opéra avec son mari. The winner is... Danny. J'en ai d'autres comme ça, mais c'est pas le sujet. Il faut dire que... Parce que tantôt, quand tu parlais de Londres, c'est les années où tu habitais en Angleterre. Ouais. Il faut que les gens sachent. Non, au moment où j'habitais en Angleterre, oui, mais tous les voyages dans le cadre de mon travail, c'était les pays de l'Europe de l'Ouest, puis des grandes capitales où là, tu as vraiment des... Parce qu'il faut dire que tu as habité en Angleterre de 75 à 80. Exact. Tu as vu, parce que là, ça me fait penser quand tu dis ça, tu as vu Elton John en show à l'époque? Oui, je l'ai vu à Londres. 2 fois. Je l'ai vu une fois à Montréal et je l'ai vu une fois à Earl's Court à Londres. Ouais. On parle des années 70? Oui, ça devait être en 77, 18, j'imagine. Puis juste pour quand même dire que tu as vu à l'époque aussi, dans les années 70, le fameux show de Led Zeppelin au Forum. Oui. Tu y étais? Oui, j'ai même fait pire que ça. À l'époque, dans le Forum, on pouvait vraiment mieux circuler à partir des estrades puis rentrer sur la patinoire. Ouais. Donc, je suis allé devant la scène pour quelques minutes. C'était infernal. C'était intolérable. Intolérable, le bruit. Puis ça devait, à l'époque, ça devait probablement être des équipements beaucoup moins sophistiqués que nous. Donc, j'étais aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que ça peut se faire avec la sécurité. Non. J'étais à 10 pieds.
Du début, là, je me suis avancé jusqu'en avant de la scène. Ouais. Ensuite, je suis remonté. Mais ce qu'il faut expliquer, c'est pourquoi c'est insupportable, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas les systèmes de son d'aujourd'hui. Donc, c'était des colonnes d'ampli. Puis ils craquaient le son tellement fort. Puis toi, t'es quelqu'un qui a mal au cœur aussi, là, tu sais, tu fais pas de manège ou si on prend le bateau, tout ça. Puis pour mettre plus précisément en contexte les gens, c'est que tu m'avais dit le son, le volume te donnait mal au cœur. Oui, absolument. Oui. Mais c'est ça, j'avais le goût de vomir. Exact. Puis t'es retourné. Je suis remonté en haut avec les amis. Ouais. Fun fact, on a vu Robert Plant l'été dernier ou l'été d'avant, je pense. Oui, avec Alison Krauss. Je pense que c'était un 50 ans entre les deux shows qu'on avait calculé. Oui. Qui est quand même assez hallucinant parce que c'était 2023, je pense. Ouais. Puis l'autre, c'était probablement 73. L'autre, c'était... non, c'était avant ça. L'autre, c'était 69 ou 70. C'est plus que 50 ans entre les deux shows. Puis, oui, parce que j'étais encore au collège. Puis les premiers moments où Robert Plant est rentré avec sa petite dégaine de fait, il n'a pas changé. C'est la même chose. C'est la même chose qu'en 60. Exactement. Oui. Et étrangement, il y a plus de voix pratiquement aujourd'hui. Il y a une voix pas que la même... pas le même pitch, mais il y a plus de technique qu'à l'époque. Oui. La différence entre les deux spectacles, 50 ans, ça se comprend. Lui, c'était... il portait pas de chemise. Donc, il y avait un spectacle. Lui, c'était... il faisait partie du spectacle. Ah oui. Okay. Mais c'était des spectacles à l'ancienne. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'artifice. Absolument. Bon, revenons à Taylor. On s'est éloigné, mais c'est parfait, c'est ça que ça sert un podcast. La question numéro 1, parce que là, on parlait évidemment de ta préparation pour le spectacle. Je vais juste démontrer à quel point tu étais méthodologique, tu avais une préparation, tu étais bon. D'où part ton amour? Ça, c'est la question numéro 1 que les gens demandent. D'où part ton amour pour Taylor Swift? Écoute, ça, j'ai pensé à ça dans les dernières semaines, avant et pendant et après. D'abord, je pense que c'est toi qui m'a donné Fearless, ou qui me l'a amené comme cadeau de Noël en Arabie Saoudite en 2009 ou 2010. C'est même avant ça, en fait, parce que Fearless, c'est 2008. 2008? Puis t'es parti vivre en Arabie Saoudite 2009. Oui. Donc, en Arabie Saoudite, moi, j'étais là de 2009 au début 2014. À cette époque-là, la musique était interdite. Les concerts, les spectacles. À Kaust, lorsqu'il y avait une petite chorale. Kaust, c'était l'université où tu travaillais. Oui, l'université où je travaillais, ou un petit orchestre. Il ne fallait pas que ça joue à l'heure de la prière le soir. Donc, ça s'arrêtait. Il fallait que l'intermission soit à l'heure de la prière. On pourrait faire un épisode complet sur l'Arabie Saoudite, mais il faut savoir que, comme au niveau culturel, il n'y avait pas de... les films à la télé étaient censurés. Pas de librairie pour acheter. Oui, des librairies pour acheter des livres, puis des revues où il y avait du masking tape pour cacher des jambes et des décolletés. Ce qui était en bas des épaules et en haut des genoux. C'est ça. Et il n'y avait pas de musique. Donc, ce que tu m'amenais ou ce qu'on ramenait quand on venait à Montréal. Donc, quand j'ai écouté la première fois Fearless, dans Fearless, il y a quand même des teintes western que j'aime. Oui, c'était le début était Asbrandek Country au début. Oui, okay. Country. Écoute, c'était un excellent disque. Elle était visiblement talentueuse. Il y avait sur Fearless, il y a, je dirais quoi, la moitié des chansons sont très bonnes. L'autre moitié ou l'autre quart sont bonnes, puis l'autre sont quand même correctes. Et il y en a qu'elle joue encore dans ses spectacles, décidément. Et je ne sais pas si c'est toi qui m'as donné le DVD Speak Now, qu'on aurait regardé d'après François, ton frère, mon fils, lorsque vous êtes venu à Noël. Le Speak Now, pour moi, c'est vraiment, oh là là, cette fille-là a quelque chose. Et Catherine Levac nous a rappelé que je vous avais dit en 2011 ou en 2010 ou en 2012. 2010, 11, c'est pas mal là, Speak Now. Ouais. Je vous avais dit à toi et à Catherine, cette fille a quelque chose de particulier. Il y a des leçons, disait Catherine, que j'ai dit, à tirer de cette fille-là. Donc, the rest of it is history, parce que tous les disques qui ont suivi... Après, le Speak Now, c'est vraiment... c'est un spectacle particulier. Là. On voit qu'elle est... là, elle a déjà, je sais pas, 23, 24, 25 ans. Non, elle est plus jeune que ça. À Fearless, elle avait 18 ans, puis je pense qu'en a sorti Speak Now, elle avait autour de 20. Fait qu'elle avait 20, 21. Là, 21, 22 en spectacle. Là, on est dans les 10 000 heures de Gladwell. Là. Cette fille-là, elle arrive préparée.
Elle est exceptionnelle. Elle écrit des chansons depuis qu'elle a Speak Now, 13, 14. Toutes les chansons sont signées par Taylor Swift. Tout. Ouais. Musique et paroles. Okay? C'est le dernier, d'ailleurs, qui est signé complètement par elle. C'est vrai. Donc, moi, regarde, on ne peut pas ne pas aimer ce qu'elle fait. C'est bon. C'est très, très bon. Et c'est beaucoup plus... c'est pas rock, là, mais c'est beaucoup plus entraînant que ce qu'elle fait plus récemment. Mm-hmm. Maintenant, c'est une introspection un peu plus forte là, dans les 3-4 derniers disques. Mais regarde, ça commence avec du talent. Elle est bonne. Les gens rentraient... parce que le DVD, on l'a encore au chalet en Gaspésie. Puis quand les gens arrivaient au chalet en Gaspésie, ils disaient « T'as-tu vu Speak Now? » Puis là, t'es allé dans tes rooms. T'as-tu vu? Non, juste regarder le début. J'aimerais ça que tu vois le début. Puis là, tu voulais montrer l'introduction ou à prendre une pause, là, pour... oui. De la manière qu'elle tient la foule. T'es comme... Alors, est-ce qu'il faut vraiment observer à ce moment-là? Puis là, en tout cas, bref. Puis on va sans doute y revenir tantôt. Là. Moi, ce que j'avais aimé dans Speak Now, puis c'est pour ça que j'aime l'opéra et les musicals, son spectacle, c'est une mise en scène. Il y a des décors. C'est pratiquement un musical. Il y a des acteurs. C'est un musical. Ouais. Okay? Très princesse. Tout à fait. Puis que ce soit les costumes, les éclairages, puis c'est sûr le storytelling, parce que ces chansons, ce sont de petites histoires. Elle écrit bien, c'est quotidien. D'aucuns diraient c'est banal, mais regarde, c'est ça, c'est du storytelling. Et les Beatles ou les Rolling Stones ou nomme-les, Coldplay, savent ou pas, dans certaines chansons, raconter des histoires. Elle raconte des histoires. Puis bon, les histoires de Fearless puis les histoires de Speak Now, ce sont des histoires d'une adolescente, mais... Après ça, elle a évolué avec l'âge, oui. tout ça. Oui. C'est ça, moi, ça a commencé que c'est ça. Moi, c'est vraiment, pour compléter ton histoire, moi, c'est Fearless. Moi, j'étais abonné au Rolling Stone Magazine. Bon, ça date de mars 2009, donc ça, c'est plus tard. Mais en 2008, c'est quand elle a fait le cover, donc là, elle avait déjà gravi un peu les échelons, mais... L'année d'avant, dans la section des critiques d'albums, elle était sur le cover de la section des critiques d'albums. Puis c'était pour Fearless. Puis il avait dit, bon, puis il avait donné, je sais pas, là, 4 étoiles ou quelque chose. Puis il avait dit, bon, là, cette jeune fille-là a 18 ans, elle écrit ses chansons, à surveiller. Et je me souviendrai toujours parce que c'est une information qui a vieilli très drôlement. Ils ont dit, ben si cette fille-là, ça ne tente plus de faire ça dans la vie, puis ça ne tente plus là, de tourner, puis ça, elle pourra continuer d'écrire des chansons pour Avril Lavigne puis Katy Perry tant qu'elle veut, parce que... Oh, ah oui. Mais aujourd'hui, je veux dire... c'est risible comme phrase parce que Avril Lavigne roule sur ses hits d'il y a 25 ans. Katy Perry n'est plus vraiment dans la game parce que plus de la manière qu'elle l'était en 2009. Puis Taylor Swift est devenue la plus grosse affaire depuis les Beatles. Fait que c'est même plus dans la même stratosphère, mais c'était pour donner une idée. Puis là, je t'avais amené Fearless, puis là, tu avais fait OK. En Arabie, peut-être? Moi, je pense que c'était même un peu avant. Un petit peu avant parce que c'est 2008 Fearless. Puis là, après ça, l'Arabie, il y a eu ça, Speak Now, tout ça. Et là, ce que je voulais dire, c'est qu'après ça, moi, je suis surtout un Swiftie des premiers temps. Là. Album 1 à album, tu sais, peut-être, 1989, peut-être, que je connais mieux. Mais surtout les 3 premiers, je connais bien. Mais toi, c'est là où l'élève a dépassé le maître. C'est toi, tu es devenu le Swiftie en chef parce que toi, tu as vraiment suivi, tu sais, Red, je le connaissais pas si bien, à part les gros hits, évidemment, mais c'est tout ce qui est venu après. Toi, tu as tout suivi ça, tu sais, l'évolution de chaque phase, chaque album. Donc, voilà, c'est ce qui a parti ton truc. Ce qui m'amène un peu, puis tu as touché à quelques notions, mais je sais que tu l'as plus de structuré dans ta tête, donc je vais te donner l'occasion de le dire sur pourquoi tu aimes Taylor Swift autant. Parce que tu as des trucs très précis que tu aimes. Elle t'a parlé du narratif, mais tu peux développer sur les différents points. Ben, tu sais, j'ai mentionné mon intérêt puis ma passion, en fait, pour les musicals et l'opéra. Moi, enfant, 4, 5, 6 ans, à Gaspésie, mon père avait ramené des États-Unis des musicals. Rodgers and Hammerstein, donc sont les Oklahoma. Exact. Qui ont écrit The Sound of Music. Sound of Music, King and I, South Pacific, Carousel. Qui sont considérés comme des plus grands songwriters du 20e siècle. Oui, puis c'est eux qui ont réinventé dans les années 50 le musical avec Oklahoma. Et moi, je pense que le hippie, on avait aussi Georges Brassens et Félix Leclerc. Alors, eux, c'est des storytellers là, dans leurs chansons. Donc, je pense que ce qu'on appelle dans le jargon médical le brain imprinting, il remonte très loin. Et, comme je disais tantôt, son spectacle, c'est un musical. Okay? Ensuite,
quand j'avais 15, 16, 17 ans, au collège, pensionnaire, il m'est arrivé quelques fois de prendre l'autobus puis d'aller à New York écouter des musicals, samedi après-midi, samedi soir, vendredi soir. Ça me ferait pas de passeport mineur, traverser les lignes. Là. Mais à l'époque, c'était possible. C'est fou, comment les choses... Qu'est-ce que tu allais voir aux États-Unis? Ben, moi, j'ai pas des musicals, que des musicals. Ça, sur Broadway. Puis là, tu allais là la fin de semaine, tu revenais. Ouais. Puis ça... C'était l'autobus de Greyhound, partait à minuit, arrivait à 8 heures. Fin des années 60, on parle? Non, 66, 7. T'es allé aux États-Unis, adolescent, mineur, pas de passeport. Exact. Ben, une fois, j'avais aucun passeport, aucune carte d'identité. Ça a passé. C'est revenu. Mais à l'époque, c'était pas compliqué. Est-ce que tu te souviens de quelle interaction tu avais avec le douanier et tout ça? Ben, je disais, je m'en vais voir des musicals. J'arrive de Montréal, je suis pensionnaire à tel collège, puis bon, il n'y avait pas de problème. À cette époque-là, il n'y avait pas de problème. C'est fou, hein? Mon père était coroner dans le district en Gaspésie. Et je l'accompagnais l'été, quand j'étais là, dans des enquêtes au Palais de justice à New Carlisle. Ville natale de? Monsieur René Lévesque. Voilà. Et quoique ça s'est contesté aussi. Oh! C'est plus qu'il soit né à Camelton, mais... Mais en tout cas, c'est là qu'il a grandi. Dans tout c'est ça. D'où le fait que son anglais était... Impeccable. New Carlisle était 60% anglophone. Oui, probablement que New Carlisle, dans sa jeunesse, c'était 60-75% anglophone. Enfin bref, il y a un professeur qui était français dans la baie des Chaleurs, qui est décédé dans un accident de voiture. Et ils n'ont pas trouvé de contact en France ou en Belgique. Je me souviens plus de l'histoire. Et je ne sais pas si c'est mon père ou la cour qui a ordonné que ces biens soient donnés, distribués. Et mon père est revenu avec 2 disques de sa collection. Il y avait le concerto pour violon de Beethoven, c'est David Oistrakh qui était le violoniste. Et il y avait Carmen, l'opéra Carmen. Ça, je devais avoir 14-15 ans. Là, j'ai plongé dans Carmen, puis après ça, j'ai compris que l'opéra, c'est de la musique. Et? C'est du théâtre. C'est des costumes. C'est de la mise en scène. Une mise en scène qui peut varier. Tu peux avoir un opéra du 18e, 19e siècle qui est remis au goût du 20e avec des costumes du 20e. Ça. Donc, c'est ça. Taylor Swift, c'est du musical. Je ne vois pas comment quel autre pays peut produire une logistique de spectacle de ce type-là. Est-ce qu'on va revoir Eras Tour? C'est pas 3h15 de spectacle, 3h17, 3h18, du décor, des mises en scène, de la lumière, des jeux. C'est particulier, là. C'est musical plus. Okay. Est-ce qu'on a déjà vu un Eras Tour avant? T'sais, est-ce que Michael Jackson ferait ça? Est-ce que... Tu sais, Michael, je pense que c'était plus un show de musique, beaucoup de danse, mais est-ce qu'il y avait l'aspect théâtral? Je pense pas. Ben, à ma connaissance, et je pense que Rob Sheffield en parle dans son livre, moi, j'ai jamais vu Michael Jackson en spectacle. Il n'y avait pas de décor avec des acteurs qui font une mise en scène autour de la chanson. Ça, il y en a beaucoup dans Speak Now, il y en a dans Eras Tour. J'ai vu le DVD de Reputation. Je ne sais pas s'il y a un DVD de Lover. S'il y en a un, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas trouvé. Non, je pense que la pandémie a freiné ça. Donc, elle, c'est pour ça que je pense que ça vaut la peine d'être préparé. Ça valait la peine d'être préparé pour Eras Tour. Il se passe beaucoup de choses sur la scène. Mais c'est vrai, il y a beaucoup de parallèles entre ton amour pour l'opéra et ton amour pour Taylor Swift dans les notions différentes de ces trucs-là. La musique est bonne. Okay. Les mélodies sont très bonnes. Les mélodies sont inventives, okay, avec des instruments intéressants. Elle raconte c'est du storytelling. Taylor Swift, c'est la bohème, c'est Puccini. Okay. Vous l'aurez appris ici. Vous l'aurez appris ici. C'est The Sound of Music. C'est une histoire. C'est Cole Porter. Tu connais ma passion pour Cole Porter. Alors, Cole Porter, Anything Goes, Kiss Me Kate, c'est Taylor Swift. Okay? C'est même moins bon
je trouve que... faut dire que c'est très vieux, là, Cole Porter. Les histoires sont quand même... C'est léger. C'est vrai de certains opéras, l'histoire c'est un peu léger. Là. C'est une mise en valeur de certaines voix. Mais c'est ça, son spectacle. Et je sais pas... Tu sais, cette fille-là a 35 ans, là, le 13 décembre dernier. Et elle a commencé à 22-23 ans à produire. Au niveau de la réalisation des albums. Là, oui. Ouais. Puis elle a certainement son mot à dire dans les mises en scène. Attends, c'est quand même exceptionnel. Toi et moi, on a vu Daniel Bélanger jeudi. Très belle voix, très beau spectacle. Très bon musicien. Très bon musicien, exact. Mais il n'y a pas de mise en scène. Non, c'est pas ce genre de spectacle. Non. James Taylor, il y a 2 ou 3 ans, tu nous as invités. Excellent spectacle, mais c'est à l'ancienne. C'est des shows de musique. En fait, c'est des shows de mise en scène, ça, comme Taylor Swift, il y en a très peu, en fait. Généralement, les musiciens se pointent, font leurs chansons. Je sais pas. Elle propose quelque chose de différent. Ben, est-ce qu'il y a quelqu'un? Je pense qu'elle est seule. OK? Puis, parce que dans les codes des shows de musique, c'est comme si elle fait même pas la même affaire. Là, on parle d'orange puis de pomme. Il y a des gens qui font des shows de musique qui se pointent et ils jouent leur musique. C'est autre chose. Elle a fait un spectacle. C'est même plus que ça. Une expérience, même. Oui, justement. Tu sais, sans offense là, pour ceux qui pensent que l'expression est exagérée, c'est une grande messe. C'est un rassemblement avec 49 000 le soir qu'on est allé, personnes qui chantent, qui dansent. C'est une religion. Ben non, c'est pas une religion, non, c'est tribal. Il y a une ambiance, une dynamique, une force qu'on voit parfois dans des musicals, qu'on voit parfois dans les opéras, où là, il y a quelque chose qui se passe et dans la salle et sur la scène. Si on se fie aux critiques, là, il y a 149 spectacles qu'elle a fait, puis il y en a eu 3 qui ont été annulés en Autriche. Oui. C'est toute une logistique. Cette fille-là, d'ailleurs, ça a pris 6 mois pour monter le spectacle. 6 mois de travail. Je trouve que c'est même rapide. Peut-être, oui. Je ne sais pas. Je n'ai pas les qualités pour juger. C'est une athlète. Tu avais entendu parler de ce qu'elle faisait pour se préparer pour le spectacle? Ben là, j'ai lu des choses sur avant le spectacle, avant le début de la tournée, c'était 2 heures, 2 heures et demie par jour d'exercice physique, de training. Mais ce que j'avais compris, peut-être tu l'avais lu, qu'elle chantait sur un treadmill. Oui, justement. Un tapis roulant. Oui. Elle chantait en courant sur un tapis roulant pour se préparer physiquement pour le show. Tu as une meilleure mémoire que moi. Donc, tu sais, oui, c'est un period piece, là, ce spectacle-là. Est-ce que ça va revenir? Qui peut monter un truc comme ça? Le CAPEX, le Capital Expenditure, pour monter ça, sachant que est-ce qu'on va pouvoir remplir des stades à 40-50 000 à chaque fois, à un coût relativement raisonnable, si on veut. Il fallait être là, il fallait le voir. Ce spectacle-là, il fallait le voir. C'est aussi simple que ça. Et nous y étions, le 22. Et nous y étions. Historique, tournée historique. Ben, je pense que c'est historique. Écoute, la fille a fait la couverture je ne suis pas un amateur de Time Magazine. Elle a fait la couverture de Time Magazine l'année passée, à mi-chemin, on va peut-être plus au tiers de sa tournée. C'est spécial. Toi, tu es quelqu'un aussi qui a vécu, de par ton âge vénérable, tu as aussi connu les Beatles dans leur prime. Et là, les gens font beaucoup le comparatif avec Taylor Swift, les Beatles, tout ça. Bon, évidemment, pas les comparer directement parce que les Beatles ont changé le cours de la musique. D'ailleurs, tu parlais de Cole Porter tantôt, tu as tout le temps ta théorie, toi aussi, t'arrêtes pas de dire souvent qui sont les 3 plus grands compositeurs du 20e siècle. C'est Cole Porter. Celle que mentionné précédemment. Rodgers, Hammerstein, puis Lennon McCartney. Voilà. Je pense que... Et donc, tu as connu les grosses années des Beatles. Évidemment, la tournée des Beatles a duré quelques années s'il n'y avait pas les infrastructures à l'époque, il n'y avait pas le son. Tu parlais de Led Zeppelin. Pour ceux qui ne savent pas, quand les Beatles sont venus jouer le fameux show Forum, le son passait dans les speakers de l'annonceur maison. Le but du Canadien a compté. C'était là-dedans que le show... C'est terrible, le son était catastrophique.
Ils ont fini par arrêter pour faire des albums et changer le cours de la musique, l'histoire de la musique. Donc, évidemment, leur impact ne peut pas être répété. Là. S'il n'y a pas de Beatles, il n'y a peut-être pas de Taylor Swift. Mais en termes de phénomène mondial, toi qui as connu les Beatles, qui as connu Taylor Swift, tu voyais quand même un certain parallèle. Ben, je te dirais, moi, je ne suis pas un spécialiste. Je fais ça comme mélomane. Les Beatles arrivaient à un moment où il y avait une démographie de baby boomers qui tiraient tout, qui tiraient au sens pull. Et il y avait un changement dans toutes sortes. Il y avait un changement dans toutes sortes de mœurs. Il y avait des changements sociologiques pendant les années 60. Révolution tranquille. Oui, merci. Bon. Ici, c'est ce qu'on appelle la Révolution tranquille. Donc, les Beatles, d'une certaine façon, pas d'une certaine façon, d'une façon certaine, étaient une expression pas une révolution, mais d'un dynamisme d'une génération montante qui mettait, on va dire, de côté des mœurs ou des pratiques de leurs parents et de leurs grands-parents. Ça, c'est les Beatles qui le disent, avec beaucoup de... Paul McCartney s'est souvent vanté de dire que nous, nos chansons, il n'y a rien de méchant dans nos chansons. On parle d'amour, puis on parle de paix. Okay? Donc ça, eux, les Beatles faisaient partie d'un changement sociologique. Il n'y a pas vraiment de livre qui parle de ça, en tout cas que moi je connais sur les Beatles. Taylor Swift, c'est pas la métaphore d'un changement sociologique. Un changement de garde de société. Mais son impact, sa popularité, le reaching out, à mon avis, est beaucoup plus important que les Beatles. Écoute, c'est parce qu'aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Ouais, on a les médias sociaux, on a Spotify, on a une façon de se faire connaître qui est beaucoup plus accessible. Il y a des outils beaucoup plus accessibles qu'à l'époque des Beatles. Les Beatles jouaient en 35 et 45 minutes, les spectacles. Et c'était pas, reluisant. Là. Puis t'entendais pas la musique. T'entendais rien. Les gars n'entendaient pas la musique. Non. Ringo toujours dit en niaisant pour savoir c'était quoi le beat, fait que je regarde les fesses à John parce qu'il bougeait. Donc, dans les raisons pourquoi t'aimes Taylor, t'avais beaucoup mentionné autrice, compositrice, interprète, productrice aussi au niveau de la réalisation. On dit en anglais, on dit producing, mais en français, c'est de la réalisation d'albums. Parle sans complexe du quotidien, c'est comment raconter une histoire, tout ce qui était le narratif. Puis également, c'est ça, l'évolution aussi, je pense, d'album en album. Si on veut faire un parallèle avec les Beatles, aussi l'évolution a commencé à 16 ans, très country, pop. Il y a eu plusieurs... Elle a changé de son plusieurs fois, même s'il y a un filon pop, il y a un filon... Tout à fait. Quand même, je pense qu'il y a cet aspect-là aussi. La question qui revient le plus souvent que tout le monde me posait, puis tu en as parlé un petit peu, on a touché à certaines affaires, peut-être certains l'auront deviné par maintenant, mais tout le monde veut savoir quel est le era préféré de Denis. Il a son écharpe rouge. Est-ce que c'est un hasard ou c'est parce que c'est un gars de Red? Je vais te demander, Denis, quel est ton era préféré de Taylor Swift? Oui, tu m'avais dit que tu allais hier soir me poser cette question. Parce que je ne veux pas te prendre au dépourvu, c'est quand même une question qui demande... C'est une question qui demande beaucoup de réflexion. La question qui tue. Écoute, si je fais le parallèle avec les Beatles, Beatles 65, c'est pas un grand album. En tout cas, celui qui a été produit aux États-Unis par Capitol. Pré-Rubber Soul. Pré-Rubber Soul. Mais il y a des chansons sur Beatles 65 qui sont mémorables. Comme, par exemple? No Reply, c'en est une. Okay. Words of Love, repris par les Beatles, la chanson de... Mais ça, tu dis Beatles 65, mais on parle aussi de For Sale. Beatles for Sale, c'était pas ça? Ça s'appelle Beatles for Sale maintenant. Je me souviens plus comment ils ont renommé les albums. OK. Et, No Reply. Oui, c'est ça. Rubber Soul, est-ce que quelqu'un peut dire c'est mon album? Parce qu'il y a des eras dans la carrière des Beatles aussi. Mais non, il y a des bonnes chansons sur... Puis après ça, on passe à autre chose avec Revolver. Okay? Vraiment à complètement autre chose. Et là, on passe à vraiment complètement autre chose avec Sgt. Pepper. Et puis là, tout à coup, on revient à un truc
on ne sait pas où on s'en va avec Magical Mystery Tour, qui a des chansons absolument extraordinaires. Okay? Nowhere Man, je pense que c'est là-dessus. Oui, entre autres. Donc, tu me vois venir. Ben là, le parallèle Ce avec... qui est beau, ouais, mais ce qui est beau ou qui est étonnant de Taylor Swift, puis Robert Sheffield en parle, les critiques disent... Ouais, les critiques ont toujours dit après un de ses disques, bon, ben là, elle va faire quoi maintenant? Elle va aller où? Now elle, what? À chaque fois, elle nous surprend. Okay? Donc, moi, j'ai pas de... Il y a une nuance, là. J'ai pas de era préféré, mais je trouve que les 4 derniers albums, vraiment, là, on est ailleurs. Elle n'est plus seule. Elle a des compositeurs qui sont jeunes, aguerris, qui ont un sens beaucoup de la musicalité et des instruments, parce qu'il y a des instruments sur les albums qu'on ne voit pas qui ne sont pas dans le concert. Et il y a c'est moins entraînant, mais il y a plus de profondeur. Il y a plus... Les textes sont mieux, sont plus soignés. La musique est plus soignée. Les 2 albums de la pandémie, Folklore, Evermore, c'est des albums vraiment très, très riches. Midnight, très bon. Tortured Poets, écoute, il y en a combien? 30, 35 chansons? Chansons, oui. Et il y en a fait plusieurs... moins l'unanimité là, chez les fans de Tortured Poets. Il y en a qui ont peut-être... Moi, je pense qu'il y a vu peut-être par le fait qu'il y en a beaucoup. Là, puis bon. Mais toi, si tu avais en choisir un, si tu as un era Taylor Swift que tu peux juste en amener un sur une île déserte. Oui, hein? Écoute, honnêtement, je suis pas sûr que je peux répondre. Speak Now, c'est particulier. Je pense que Speak Now est la réponse dans ton cas. Ouais, mais il manque quelque chose dans Speak Now. Il est un peu jeune quand même, il est un petit peu green. C'est trop chaud. Il n'y a pas assez de, entre guillemets, profondeur. Puis là, on est vraiment encore dans l'adolescence. Je ne sais pas si on peut faire un parallèle entre Speak Now et Rubber Soul, où là, vraiment, il se passe... Là, on change de registre, OK? Et là, on... Je pense que son Rubber Soul serait un peu plus tard, quand même, je pense. Possiblement, oui. Tu sais. Speak Now, c'est vraiment particulier. Moi, je mets Folklore et Evermore ensemble. Les albums sœurs. OK? Ouais. C'est des albums qui se ressemblent beaucoup. Et là, on est rendu ailleurs. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé qu'elle la pandémie, en fait. Vieillit. Oui, qu'elle vieillit. D'ailleurs, dans sa mise en scène, elle le reflète. Là. C'est une espèce de cabane dans le bois là, qui est sur la scène. Tu sais, parler de... je veux juste dire par rapport à Speak Now qu'on était chanceux d'assister au seul spectacle, je pense, où elle a chanté la chanson « Ours ». Oui. Que j'aimais beaucoup, que j'écoutais beaucoup quand je commençais à l'école de l'humour dans l'autobus. « This Love Is Ours », qui est sur la version deluxe de Speak Now. Puis moi, je pense... C'est une chanson dans ma tête qui avait aucune chance d'être jouée dans un spectacle comme ça. Il y a tellement de gros hits qu'elle joue pas. Elle joue même pas des Sparks Fly ou des... Puis dans le bout acoustique, que tu sais jamais quelle chanson elle va jouer chaque soir, elle a joué ça dans un genre de mash-up avec une autre tune, si je ne me souviens plus laquelle, vite de même. Fait qu'on a quand même eu la chance de tomber sur le soir où elle a chanté une des tunes de Speak Now qui est une autre. Tu sais, pendant que tu parles, j'essaie de... Bon, moi, Cole Porter. J'avais été invité à part... Non, mais c'est fou la vie, là. J'avais été invité dans un congrès à Regina pour parler de mes travaux sur la maladie d'Alzheimer. Saskatchewan. Donc, le samedi soir, il y avait le banquet. Et j'étais très fatigué. Et j'ai dit aux gens, je vais venir au banquet, mais je vous dis, là, je suis vraiment fatigué. Et ils m'ont dit, non, ben là, après le banquet, il y a des chanteurs de l'État américain qui est juste au sud de Saskatchewan. Parles-tu pas du Montana ou de... Pas non, Montana, c'est au sud de l'Alberta, je pense. Je ne sais pas c'est lequel. North Dakota? C'était un chœur de, je sais pas, 7 ou 8 hommes et femmes qui chantaient que du Cole Porter. Ils voulaient vraiment le garder, ça? Je connaissais pas Cole Porter à ce moment-là. Oh. Okay. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça? Comment ça? Cole Porter, chez les disquaires à l'époque, c'était toujours dans la section jazz. Cole Porter n'a rien à voir avec le jazz. Okay? Je n'ai jamais compris pourquoi il y avait tant d'ignorance chez les disquaires. Si tu me demandes aujourd'hui, parce que je les ai à peu près tous appris, connus, les musicals de Cole Porter, aïe, attends, c'est différent.
facettes, différents discours, différents narratifs, différentes musiques qui évoluent dans le temps. Rodgers and Hammerstein, est-ce que je préfère Sound of Music ou The King and I ou South Pacific ou Carousel ou... je sens qu'il y a des gens qui vont découvrir puis aller réécouter. Hein, Julien? Julien, je l'entends rager. Je pense qu'il y a des gens qui vont dire « Allez checker ça, c'est le gars. » Des fans de Taylor Swift qui ne connaîtraient pas ça. Ben, des gens qui connaissent Taylor Swift, qui écoutent en ce moment, qui se disent « Attends, je connais pas ces musicals-là. » Je pense que ça va donner leur donner le goût d'aller voir. Aujourd'hui, formidable. Sur Spotify, tu as tout. Donc, d'ailleurs, les gens qui vont aller voir vont se dire « Ah, c'est une chanson de Cole Porter, je savais pas ça. » Oui, il y a eu beaucoup de... Ah, c'est une chanson de Rodgers Hammerstein, je connais. Écoute, c'est des chansons très, très connues. Ouais. Et pas toutes connues, comme les chansons de Taylor Swift ne sont pas tous des hits, puis elles ne sont pas toutes connues. Mais Cole Porter, c'est incroyable le nombre de chansons qui jouent encore à la radio. OK? Puis c'est toi qui me disais que Quincy Jones avait produit des chansons de Cole Porter chantées par Frank Sinatra. Ella Fitzgerald a 2 disques de chansons de Cole Porter. Ces 2 disques-là sont un chef-d'œuvre. Vous pouvez les trouver sur Spotify. Okay? Donc, c'est pas facile. En rétrospective, regarde, on va aller plus loin. Là. On va faire du name-dropping. Si tu me demandes, j'en connais peut-être 5 ou 6 des opéras favoris de Puccini. Honnêtement, je sais pas. Il y a toujours quelque chose de différent. Dépendamment de la saison, du mood. Oui, j'imagine. Fait que toi, Taylor, on peut dire dans ton top 5, Speak Now est là, les 2 albums sœurs. Ouais. Midnight, c'est des très, très belles chansons aussi. Tortured Poet, c'est des chansons... Il y a un effet de récence, c'est le plus récent. Fabuleuse. C'est pas un album... Il y en a quoi? 30, 32, 33? C'est du travail, là, c'est lourd. Il y en a un qu'on s'entendait pour dire en sortant du show, puis peut-être ça va nous amener peut-être à parler du spectacle, mais il y a un era qui vraiment là, qui ressortait dans le show dans le show en termes d'énergie, c'était le 1989. Là. Toutes les hits sont là. Pas toutes, mais je veux dire, les Blank Space de ce monde. Blank Space, Sheffield la met 3e ou 4e dans son top 297. Ça m'étonne, mais bon, c'est une bonne chanson. De ses chansons préférées, tu veux dire, ou de ses meilleures? Oui, lui, il les a classées juste de 297, je pense, à 1. Tu sais, les chansons du début... C'est quoi les premières? Sa première, c'est All Too Well. Son numéro 2, c'est New Romantics, cependant. OK. Je l'ai imprimé tantôt, on pourrait y revenir. Ah, bon. Tu sais, je disais tantôt, les chansons des premiers albums sont plus entraînantes. Donc, pour un spectacle... Oui, c'est ça. Okay, donc, Puis aussi, c'est que... C'est pas seulement pour le spectacle alors qu'elle les chante, c'est comment elle va s'habiller. Pour les chanter. Elle va retrouver les vêtements de cette era-là. Tu te souviens le vêtement pour 1980? Ben oui, elle est allée rechercher les couleurs, le rouge, bleu, la jupe. Mais c'était une petite jupe. Oui. OK, c'était wow. Mais c'est après un creux d'énergie dans le show. Pas creux au sens négatif, mais c'est après un redout. Puis là, elle repart les festivités de plus belle. C'est 1989, c'est un très, très bon album. Là, en termes de réalisation. Moi, je me souviens que... Mais c'est des chansons... Où tu dis, bon, ben là, calme-toi un peu, là. Non, mais c'est des chansons pop. Là. C'est à 1989 qu'est devenue Taylor Swift la pop star majeure. Avant ça, c'était une grosse vedette qui faisait déjà les arénas, mais 1989, pour moi, a cimenté son statut. Oui, t'as peut-être raison. Tu peux ne plus écrire une chanson de ta vie et tu pourras faire des tournées d'aréna jusqu'à la fin. Pour moi, au niveau mainstream aussi, de là, OK, Shake It Off... tout le monde fait « OK, non, là, tu peux plus pas savoir c'est qui Taylor Swift ». À 1989, pour moi, il y avait cette step-là qui a été prise. Oui, parce que là, elle rejoignait un autre public. Ben oui, plus large. C'était, je pense, la culmination de son crossover pop, là, comme Shania Twain l'a fait. Mais là, je pense qu'elle a plus tard, elle a un autre niveau. Ce qui m'amène on a parlé de ton era, tes albums préférés, mais les gens, les questions, en fait, là, qui m'ont donné, c'était quelles sont les chansons aussi préférées de Denis? Quelle est la chanson? Bon, je sais encore une fois, c'est cruel, tu vas me dire comme question. Mais, puis tu pourrais changer de réponse à chaque jour. Mais... c'est ça ma réponse. OK, parce que la micro-partie de ta macro-question sur les eras, chanson préférée, oh là là.
Est-ce que j'ai une chanson préférée des Beatles? Impossible. Impossible. Il y en a trop. Ou même de McCartney, quand il devient Wings ou en solo. Il y a autant, sinon plus, de chansons qui sont de grande, grande qualité que ce qu'il a fait comme Beatles. Est-ce que j'ai un air favori de Puccini? Non. Alors, attends, il y en a trop. Il y a trop. Si j'avais te demandé, c'est quoi ta chanson de Taylor Swift préférée aujourd'hui? Aujourd'hui? Ouais. Maintenant? Ouais, qui serait une autre réponse demain, mais tu sais... Mon Dieu, il faudrait que... C'est pas All Too Well. All Too Well, 10-minute version. C'est très, très bon. Il y a beaucoup de gens aussi dans les commentaires qui disaient des affaires, quelque chose entre parenthèses. Il y a, parce que je vais venir tantôt, mais vu qu'on est dans le sujet, dans les commentaires en dessous du vidéo, Marie Nounou 20 qui avait écrit All Too Well, en parenthèse, Denise version. Oui. Ben, All Too Well, ben, c'est parce qu'en toi aussi, c'est l'escalier de Paul Piché. Okay? Tu n'as pas vraiment d'air. C'est pas un truc entraînant. Est-ce qu'il y a un air, une mélodie? Il y a des accords. Mais attends, c'est une chanson magique. Tu te dis, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Et elle en a beaucoup comme ça, des chansons où c'est pas un air que tu vas chanter dans le métro, que tu vas siffler dans le métro. Mais, voyons. Mais je pense que ça peut-être rejoint un autre point de Taylor Swift, c'est-à-dire son marketing et sa mise en marché. C'est-à-dire qu'avec All Too Well, quand elle a ramené la 10-minute version, mais dans un short film, qui était dans le fond un vidéoclip, mais même brandé comme un short film, encore une fois, tout le marketing et puis avec des acteurs, puis avec que je t'avais dit de rechecker hier soir pour qu'on se remette dans le bain. Ça, encore une fois, ça l'a ramené une autre affaire. Est-ce qu'on parle de Taylor Swift comme entrepreneur? Moi, mon métier, c'est l'innovation, l'entrepreneuriat. Taylor Swift commence très jeune. Première chanson, c'est 13 ans, je pense. Hein? Oui, à peu près. Puis qu'elle commence à écrire, entre guillemets, professionnellement avec des writers en studio à Nashville, elle a 13-14. C'est ça. Alors, elle a du talent. Ça, c'est clair. Okay? Elle a déjà des centaines d'heures à 13, 14, 15 ans d'accumuler. Elle rejoint, grâce à ses parents, son écosystème. En innovation, l'écosystème est aussi important que l'innovation. Qu'est-ce que dans son cas? Nashville. Parce que musique, country. OK. Ensuite, par elle-même, mais c'est sa mère qui conduit, elle... elle amène des démos à des producteurs ou à des studios ou à des stations de radio pour jouer son truc. Okay? Elle parle aux acteurs de l'écosystème. Elle a derrière elle, grâce à son père, des bons producteurs, des bonnes personnes d'affaires. Puis elle choisit pour la production, la distribution des disques, un monsieur qui arrive de nulle part. Big Machine. Qui crée... ben ça, c'était pour la... Ouais, c'est pas le réalisateur de l'album, mais c'était le producteur. Producteur, en fait. OK. Excuse-moi, producteur. Okay? Qui était un label indépendant qui commençait. Ouais. Donc, elle, sa start-up, d'une certaine façon, respecte des règles de succès. Intéressant. Mais une start-up, ça va pas loin s'il n'y a pas de scale-up. Elle passe au... Scale-up, là, ce sont toutes des lettres majuscules parce que tout ce qu'on a raconté plus tôt, non seulement sur les ventes des disques, mais aussi la tournée qui vient de se terminer. Okay? Qu'est-ce que tu veux dire par scale-up? Tu veux dire de prendre de l'ambition... Tout à coup, elle passe du... De l'ampleur. Oui. Scale-up, c'est de la mise à l'échelle d'une compagnie. Start-up, ça a 7-8 personnes avec une nouvelle technologie, ou 2-3 personnes. Il faut sortir ça du labo où ça a été créé, universitaire ou privé ou autrement. Il faut aller chercher des premiers clients dans le marché. Ensuite, il faut aller chercher d'autres clients. Puis après ça, il faut peut-être faire de la production. Elle a fait le start-up sans problème avant l'âge de 20 ans. Ensuite, son scale-up, c'est monumental. Ensuite, elle va rejoindre d'autres marchés. En fait, elle fait tous les marchés maintenant. Okay? Oui. Puis comme les Beatles, je l'ai vécu avec ma mère, je pourrais raconter ça, c'est pas que les petites filles. Ce ne sont plus que les petites filles. Là. Il y a des mères et des grands-mères qui écoutent Taylor Swift. Et des grands-pères. Et des grands-pères qui écoutent Taylor Swift, qui se disent, bon, qu'est-ce qu'elle nous raconte dans ces paroles-là? Puis c'est qui a composé ceci? Puis de quoi parle-t-elle? Puis comment va-t-elle produire, mettre en scène telle ou telle chanson? Donc, elle couvre tous les marchés.
Okay. Et puis, je vois qu'il y a un livre en ce moment en vente, c'est je me souviens plus c'est Taylor's Fashion, la façon dont elle s'habille. OK. Il y a tous les aspects je ne sais pas tous les aspects du marketing, je vais revenir à ton mot, là. Ouf, OK, on est dans une logistique extrêmement pointue, développée, compliquée pour les spectacles, et on est dans une mise en marché en marketing. Et là, à partir du moment où Big Machine est revendu, j'ai oublié le nom, qui est ensuite aussi revendu, en innovation, il faut que tu protèges tes actifs intangibles. C'est quoi des actifs intangibles? Les actifs intangibles, c'est... Moi, je le sais, mais c'est pour les gens. Oui, c'est ça. Un actif tangible, c'est une table, un édifice. Un actif, c'est des possessions. Ouais. L'actif tangible, c'est j'ai un édifice, j'ai une voiture, j'ai des produits. OK? Ça se touche. Des actifs intangibles, ben, c'est de la propriété intellectuelle. Par exemple, c'est du know-how, du savoir-faire. Non, je suis en train de perdre mes droits sur mes chansons. Non, je réenregistre tout. Il reste juste Reputation à refaire. Oui, elle ne refait pas le premier. Je pense qu'elle ne le refait pas. Non, ça, elle ne le refait pas. Mais oui. Je pense qu'il reste juste Reputation, OK? Et donc, elle a le groupe, je ne sais plus si c'est son père, qui sont les réalisateurs, de qui on n'entend pas parler autour d'elle. Non, vous n'allez pas vous sauver avec mes actifs intangibles. Okay? Je refais tous mes disques. Ça, c'est vraiment un principe de base en innovation. Pas que tu laisses aller tes intangibles. Alors, on en connaît un autre qui s'est fait jouer un tour avec ses actifs intangibles. Tu te souviens, c'est qui? Par Michael Jackson. Dans le sens que ces chansons... Tout le catalogue des Beatles, à un moment donné, a vendu à Michael. Oui, il l'a acheté. Oui, c'est ça. Je pensais que tu parlais des chansons de Michael. Donc, lui a acheté les chansons des Beatles. Oui, mais d'ailleurs, il semble que ça, c'était conflictuel avec Paul. D'ailleurs, il me semble que j'ai un souvenir. Très conflictuel, parce que Michael avait posé des questions à Paul sur ce qu'il pensait, puis en fait, il a joué, ça a brisé la relation entre les deux, tout ça. Okay? Donc, elle, femme d'affaires, start-up, succès monumental. Scale-up, non, succès bof. Puis tout ce qu'elle fait, elle est compositrice, elle est productrice, elle est réalisatrice, elle est sur la scène, elle chante bien. On a vu qu'elle danse bien maintenant. Okay? Sans que ce soit sa force, elle s'est quand même mise à, je pense. Okay, donc là, ça va être quoi le problème, là, le défaut? Là? Il y a un mur quelque part. Il se passe quelque chose. Mais where do we go from here? C'est quoi le prochain? Après Eras Tour, là, il faut se reposer. Là. Puis il faut réfléchir. Ouais. Mais puis là, dans les réenregistrements, ils sortent ce qu'ils appellent, Sheffield, The Vault, là, ils sortent de chansons qui n'ont jamais été mises sur les disques, des chansons qui sont très, très bonnes. Okay? Attends, là. Quoi, ça, là? Mais je pense aussi que tout est relié, puis tout touche à plusieurs niveaux. Mais quand tu dis, au niveau marketing, pas marketing, au niveau business, pourquoi c'est important de réenregistrer ses albums, mais je pense que ça rejoint aussi au marketing parce qu'elle reprend le contrôle de son narratif aussi également. Oui, bien sûr. Puis le message qu'elle envoie de... T'as raison. Donc, c'est quand même une incarnation du féminisme moderne pour beaucoup, Taylor Swift. Fait que je pense qu'il y a aussi toute cette affaire-là de si quelqu'un dans la vie décide, essaye de nana, c'est toi qui décides si. Puis là, de faire de dire, moi, je vais réenregistrer mes chansons, je suis maître de mon destin. Il y a aussi ça dans le marketing aussi que là, les fans font attends, mais là, moi, j'écoute plus les vieux, j'écoute Taylor's version maintenant. Ben oui. Donc, il y a tout ça. David, est-ce que sur Disney+, ça commence avec, on est à 13 secondes sur le cadran qu'on a vu à Toronto, tu te souviens? Du début du spectacle. Oui, tu te souviens ou pas? Ils l'ont mis à 5 minutes, je pense, avant. Oui, exact. Parce que son chef préféré, on le sait, est le 13. Alors, la chanson qui jouait sur les haut-parleurs avant qu'elle n'apparaisse sur la scène, c'est moi qui t'ai amené ce point-là. C'est une chanson très connue de mon adolescence. Mais oui, mais c'est moi qui t'ai fait part de cette information-là. Non, mais quand j'ai entendu « You Don't Own Me », Leslie Gore. Ben là, c'était pas la version de Leslie Gore. C'était celle de Dusty Springfield, si je ne me trompe pas. Mais oui, Leslie Gore, parce que c'est un album qui avait été réalisé par Quincy Jones. La version de Leslie Gore. Justement. Ben oui, mais celle, je pense qu'elle a joué, je pense que c'était la version de Dusty Springfield. C'est plus que moi. Alors, ça, au Québec, c'était Michel Richard qui avait traduit, c'était « Je suis libre ». C'était un gros succès ici, comme Leslie Gore aux États-Unis. C'est elle qui l'a... Oui.
mise en marché la première. Ouais. Et ça n'en est jamais remise, d'ailleurs, apparemment. Leslie Gore, ça? Ben, elle a eu 2 ou 3 autres hits You don't own après. Me. Mais ça n'a pas été facile. Sa carrière n'a pas été facile. La raison pour laquelle tu disais ça, c'est que, encore une fois, c'est que ça revenait au narratif justement Don't Own Me. You Don't Own Me. Et là, justement, c'était le... Bon show. Exact. Puis le build-up de Ça s'en vient. Ouais. Puis dans le... Ouais. Bref. Donc, le narratif... Moi, j'aurais pas... Si Taylor m'avait appelé... Je sais pas pourquoi elle l'a pas fait, d'ailleurs. Ben oui, je comprends pas. J'aurais probablement pas choisi toutes les mêmes chansons et j'aurais pas suivi l'ordre qu'elle a suivi. Dans le show, ça, tu parles? Ouais. Ah ouais. Okay, non, mais là, ça, c'est parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de gens qui avaient demandé. Fait c'est sûr. Mais je voulais juste revenir sur le break quand tu parlais de Where Do We Go From Now. Moi, je pense que j'ai l'impression que dans sa carrière, ses meilleures choses sont venues après des breaks ou après des arrêts ou des arrêts forcés ou des échecs, entre guillemets. Je pense pas que c'est des échecs, mais puis je pense que j'ai l'impression que ses derniers albums, c'est juste mon interprétation, puis des gens vont être en désaccord, mais Midnight et Tortured Poets sont pas ses meilleurs. Je sens qu'il fallait qu'elle sustain la machine. Puis, sur Midnight, il y a Anti-Hero qui est un gros hit, il y a Lavender Haze également. Mm-hmm. Mais je pense que le train va tellement vite que je pense que pour les mêmes raisons que quand la pandémie l'a forcé à faire va-t'en chez vous, puis elle, ce qu'elle fait dans la vie, c'est j'écris des chansons. Qui lui a fait faire Folklore, qui lui a fait faire Evermore? Je pense que là, ça lui a fait faire attends une seconde, qu'est-ce que je fais? OK, faut que je me... OK, pourquoi je fais? Je pense que ça l'a amené à ces albums-là qui sont ses derniers, je pense, plus majeurs, ou en tout cas. Fait que je pense que ce break-là que le Eras Tour va lui forcer à prendre, après ça, est-ce qu'elle veut avoir des enfants? Est-ce qu'elle veut vivre aussi d'autres trucs? Je sais pas. Mais je pense que ça va peut-être lui forcer à prendre un time-out, puis artistiquement, peut-être revoir ses collaborateurs. T'sais, peut-être que là, certains ont le feeling qu'il est arrivé au bout de sa collaboration avec Jack Antonoff, Aaron Dessner. Hâte de voir. Je pense qu'elle est due pour un petit step back. Je pense pour un pas de recul, pour 3 en avant, je pense. OK, là, tu as dit une chose avec laquelle je ne suis pas d'accord. Vas-y. Les derniers albums, c'est ça? Les derniers albums, à mon avis, sont supérieurs. Comme Reputation, c'est pas un mauvais album. Mais tu vois, ça, c'est un bon exemple de le train à la toute vitesse après 1989. Ouais. Et là, elle s'est dit, c'est pas vrai que je laisse tomber la balle. Non. Puis là, rapidement, elle a fait quelque chose en réponse à 1989 qui était soleil, pop, heureux. OK, je vais aller avec Reputation qui est dark, qui est OK, l'autre côté. Ouais. Mais là, c'est ça, cet album-là. Pour moi, il y a plein de bonnes chansons sur Reputation, mais il est un peu passé dans le beurre. Évidemment, pas du tout là, pour les Swifties, mais au niveau grand public, parce que justement, je pense qu'elle voulait soutenir un rythme, tu sais. Oui, mais on est en affaires, là. On vend des disques, puis on produit des spectacles. Puis le show de Reputation n'est pas mauvais. Hein. Non, c'est ça. C'est un bon show, mais je pense qu'il est mal aimé injustement, même, là, Reputation. C'est sûr qu'on ne peut pas absorber un Taylor Swift à tous les 6 mois. Là. Red, c'est pas mauvais, mais je pense pas que ce soit son meilleur non plus. Okay? Non, c'est juste que All Too Well, il est complètement ailleurs. Et 1989, elle ne pourra plus chanter la moitié des chansons de 1989 à 45 ans. Si elle se produit. Tu penses? Moi, je pense que... Il y a des chansons qui sont... C'est trop... Elle ne pourra pas faire... Comme les Shake It Off, ça, c'est... Moi, je pense que sa hanche va déboîter à 72 sur Shake It Off. Elle va chanter jusqu'à... Parce que c'est tellement des gros hits que je pense que... Oui, mais c'est toute une mise en scène, à Shake It Off. On l'a vu, là. Oui, mais je pense qu'elle va le faire différemment, mais... Possiblement. Oui. Ben écoute, parce que c'est tellement des... C'est le plaisir de... On avait hâte d'entendre le nouveau disque des Beatles. On a hâte de voir qu'est-ce qu'elle va faire maintenant. Okay? Ben, elle s'en va où? Sans te demander, évidemment, ta chanson préférée de Taylor Swift, que c'est impossible. De moi, certaines des chansons que tu adores, ou dans tes chansons préférées de Taylor Swift, celles auxquelles tu reviens... bon an, mal an. C'est vrai que je vois une liste ton setlist ton fameux setlist du show, tu l'as amené? Écoute, parce qu'il y a des chansons auxquelles on revient, tu sais, comme les Beatles, il y a des chansons auxquelles tu dois revenir. Oui. Évidemment. Ben, regarde, je vais y aller dans l'ordre. Regarde, 15, You Belong With Me, ça, The Best Day. C'est pas une chanson que les gens connaissent beaucoup. Les Swifties la connaissent beaucoup, mais c'était pas un single, oui, en effet. Oui, Sparks Fly, Speak Now, Enchanted, Long Live.
Ça, c'est un classique. Là, tu regardes le pacing, fait qu'on est beaucoup dans Fearless Speak Now. Oui, mais là, je continue. Dans Red, Treacherous, All Too Well, I Knew You Were Troubled. 22, c'est une très bonne chanson aussi. Oui, c'était le Walk-In, Walk-Out de Jay du Temple dans la tournée de l'École de l'humour 2013. Mon Dieu, j'avais oublié ça. Holy Ground, une des chansons favorites de Rob Sheffield. Je pense qu'il la met top 10. Wow. Oui, OK. Il faut la réécouter. Quand Sheffield dit ça, tu retournes. Bon, tu sais, je suis dans 1989. Welcome to New York. C'est amusant, mais c'est pas une grande chanson. Non, mais c'est Blank Space, lui, la met, je sais pas quoi, 4e ou 5e. Ben oui. Blank Space, quand elle l'a joué, en live, j'ai fait c'est une de ses plus grosses. Wildest Dreams, toujours dans 1989, très belle chanson. How You Get the Girls, c'est une farce, c'est cabotin, mais c'est une très bonne chanson, OK? Dans Reputation, dans Reputation, il y a Delicate, c'est une chanson extraordinaire. OK. Ready for It, elle l'a fait à Toronto. Getaway Car, ça, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est une chanson amusante. Lover. Cruel Summer, c'est une chanson fabuleuse. Elle ouvre le show avec Cruel Summer. Ouais. Presque, en tout cas. Ouais. Miss Americana, ça, c'est très, très bon. London Boys, c'est une bonne chanson. Folklore, August, c'est une chanson formidable. My Tears Ricochet, c'est une très, très belle chanson. David, c'est Endless. Evermore, Champagne Problems. Okay. Et dans le Disney Plus et à Toronto, c'est le moment où là, elle a un standing absolument incroyable. C'est une chanson Willow, très, très belle chanson. Dorothea, c'est une très, très belle chanson. Coney Island, Marjorie, elle l'a joué à Toronto. Toi, tu parlais de Midnight, Lavender Haze, Maroon. Il y a de la musique intéressante sur Maroon aussi. Bejeweled, c'est beau. Labyrinthe, Karma, je pense qu'elle a closé avec Karma. Oui, l'année dernière, oui. Mastermind, non, c'est Mastermind, je pense. Dans ce bout-là, vers la fin du show, il y a eu avant les 2 chansons, il y a eu 3-4 chansons où j'ai senti une fatigue dans la foule. Là. Je me souviens qu'il y avait un genre de... il est 11h30, là. Puis je me souviens que là, je chantais un petit peu, puis là, à la fin, elle a monté. Je l'ai pas senti, oui. Moi, j'en aurais... c'est fou ce que je veux dire. C'était ni trop long, ni trop court. Et moi, je retournais... si j'avais un billet, je retournais le soir suivant. Ben oui. Pour voir... C'est ce que j'ai dit plus tôt. C'est juste de voir qu'est-ce que... On n'a pas tout vu, là. Tu sais, ça va trop vite. Tu peux jamais tout voir, ce truc-là. Il y a des choses qu'on voit sur Disney+, parce que la caméra est beaucoup plus proche, qu'on ne voyait pas à Toronto. Mais là, à Toronto, parce qu'on était plus loin, on voyait des choses qu'on ne voit pas sur Disney+. C'est sûr que 3h15, c'est du stock. C'est plus que le 1h21 qu'on a eu l'autre jour de Daniel Bélanger. Ah, c'était plus long que ça, Daniel. Ah, ben d'après Daniel, tu m'as envoyé, c'est 1h21 Ah ouais, de show? Ouais. Parce qu'il y a une chambre que ça commençait à 8h45, puis on est sorti à au moins 10h30. Oui, peut-être. Il avait fait quand même 20 chansons. Ouais. Mais c'est ça, c'est pas comparable. Non, c'est trop des... Daniel Bélanger, c'est un très beau spectacle. Ah oui, c'était très formidable spectacle. T'es quitté! Ouais. Puis lui, un peu, en tout cas, pas à l'image de Taylor, mais il y a plusieurs hits qu'il n'a pas joué parce qu'à un moment donné, le show ne peut pas être. Non, c'est ça. Mais tu sais, Sèche tes pleurs, Ensorcelé, La Folie en 4, juste pour donner une idée, puis c'est... Avec une foule... En délire. Conquise complètement. Ah ouais. En sync avec lui, là, complètement. Totalement. Je parle de la notion du temps, Julien. Il reste combien? Je crois que je vais passer au... on est good. Génial. Là. On enchaîne avec les... avant que j'arrive aux questions du public, parce que oui, Denis, les questions du public. Oui. Il y avait quand même des commentaires. J'ai soulevé les meilleurs commentaires, parce que pas les meilleurs, mais en fait, certains des commentaires qui ont attiré mon attention en dessous de la fameuse vidéo, puis je dis la fameuse, pas à cause de moi, à cause de Denis ici. Very Joël qui disait « Comment ai-je pu passer du rire aux yeux pleins d'eau aussi rapidement? » Catherine Levac qui avait commenté en dessous de la vidéo « Enfin, le monde entier est au courant d'où tu viens. » Voilà. Marie Nounou 20 qui avait dit « All too well » entre parenthèses, Denis version. Il y en a un qui est souvent revenu, c'est Denis for President, qui est revenu également. Marina
Lemelin Roy qui dit « Je veux être aussi heureuse que Denis au Eras Tour ». Carmen Rachiteanu qui dit « Je suis roumaine et j'approuve que le fit de Denis est 10 sur 10 parce qu'il y avait la joke de grand-maman roumaine avec ton truc. » Il y avait également Pierre Hébert qui avait commenté sur cette joke-là, qui avait aimé ça. Léa DVD, vive Denis, vive Taylor. Perrine DEG qui dit elle aurait aimé. Ah oui, elle qui me disait en fait, elle disait elle aurait aimé amener son père au show de Paris, mais son père est décédé. Elle a dit j'aurais voulu échanger un bracelet avec Denis. Et elle dit est-ce que l'écharpe rouge pour le concert, c'était par exprès ou c'était un peu hasard? Marie-France. Attends. Oui, excuse la réponse. Le bracelet que j'ai reçu de la dame, oui, la jeune fille qui était à ma gauche, moi, que j'ai gardé, elle nous en a donné quoi, 4 ou 5? Oui, elle en a donné à tout le monde. Hein. C'était August. Wow, j'ai gardé le qui est une chanson fabuleuse aussi. Là. Mm-hmm. Et ce que la dame qui dit qu'elle aurait aimé amener son père, c'est sûr que pour Claire et moi, le fait d'être avec nos 2 fils, ça donne aussi au spectacle une couleur particulière. Un relief. Pour le 24 heures qu'on a passé ensemble. Les gens me demandent comment as-tu trouvé le spectacle. J'étais comme, c'était secondaire à toute cette expérience. Surréel. Marine, dans la même veine, Marie-France Fréchette qui dit « Je veux ton père, le mien est mort, je l'adopte. » Alexandre 13 qui dit « Ton père va te déserter s'il apprend que tu n'as pas utilisé Love Story de Taylor's version dans la vidéo. » Parce qu'il y avait Love Story en background. Mel _ Anne F qui dit « Denis est maintenant le grand-papa attitré de tous les Swifties. » 454 qui dit en majuscule « Denis is me ». Lydie Adriance qui dit « Je veux voir Denis recevoir le chapeau de 22, ma vie serait complète. » Tu sais, quand ils vont donner à la petite fille le chapeau. J'aimerais ça que ça soit. Ça aussi, c'est une mise en scène intéressante. Ben oui, parce impliquer le public dans le show. Noémie, 2I, 2E qui dit « Mais pourquoi j'aime autant Denis, même si c'est la première fois que je le vois? » Donc voilà, c'était certains des commentaires. Puis pour vrai, il y en a eu, je pense, 400, 500 commentaires. Là, j'en ai soulevé seulement quelques-uns. Donc voilà, question du public. Évidemment, il y en a beaucoup qui ont répondu dans l'épisode. Le Eras, la chanson préférée, ça revenait systématiquement. Anne-Julie 999 qui dit « Est-ce que ta chanson préférée a changé depuis le Eras Tour? » Est-ce que ça l'a impacté peut-être tes... c'est une bonne question. Oui, je pense que oui. Je suis retourné après le Eras Tour, j'ai réécouté certaines des chansons et certains albums à cause de ses choix. Oui? Comme lesquels, par exemple? Écoute, j'ai oublié. Je me disais pourquoi trop... Bad Blood, OK? Qui n'est pas une chanson... Qui est un gros hit, mais ouais. Oui, mais tu sais, Sheffield, il la met très, très loin là, derrière. Oui. Ah, mais d'ailleurs, quel est-il son top à Sheffield avant que j'oublie? Oui. Maybe we got... on peut faire le numéro 15. Oui, en ordre. Ça, c'est de Rob Sheffield. Donc, je devrais dire 16, c'est... juste avant, je veux juste dire Rob Sheffield, pour les gens qui ne connaissent pas, est un writer du Rolling Stone Magazine qui est un gars que Dominique Tardif, là, qui écrit pour la presse, aime beaucoup. Et qui m'en a parlé, moi, c'est Dumas, le chanteur Dumas, quand je l'ai croisé dans une librairie musicale, qui est le Résonance, là, un petit peu à l'est de Saint-Laurent. Si vous aimez la musique, allez là. Qui m'avait dit, hey, lis ça, qui m'avait suggéré quelques-uns de ses livres. Et Rob Sheffield est un amoureux de la musique. Puis lui a déjà écrit un livre sur les Beatles, on en a parlé, lequel j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé. Et dans le fond, il vient tout juste de sortir cette année, Heartbreak is the National Anthem, How Taylor Swift Reinvented Pop Music. Et tu es en train de le lire en ce moment? Tu l'as-tu fini? Pas encore. T'es en train de... Non, il me reste il reste quelques temps, mais il a sorti ce livre-là. D'ailleurs, Dominique Tardif m'a dit qu'il a beaucoup apprécié. Ce livre-là, tout ça pour dire... C'était juste pour mettre en contexte qui était Rob Sheffield, mais c'est un gars qui est journaliste. C'est un maniaque de Taylor Swift depuis... Oui, depuis le début. Puis c'est un gars qui est de la génération X. Là, il doit avoir une quarantaine, cinquantaine d'années. Puis ça fait 20, 30 ans qu'il est journaliste. Donc, tout ça pour dire, il a fait un palmarès. Lui, il a classé les 200, j'oublie si c'est 90, 97 chansons. J'ai pris... Le numéro 16, c'est Enchanted. J'adore Enchanted. Numéro 15, 2008, 15. J'adore 15. Je l'ai écouté tantôt quand elle a joué aux Grammys avec Miley Cyrus à l'époque. Oui, j'ai déjà vu ça. Numéro 14, surprise. Une chanson de 2012, Holy Ground. Ah, tu vois, je la connais pas. Ouais, bonne chanson.
Dans numéro 13, Prophecy. Ah, c'est quel album, toi? Celle-là, c'est les albums que je connais moins. Non, c'est le dernier album. Ah, c'est ça. C'est une chanson... on est dans la profondeur. Là. C'est vrai que c'est une bonne chanson. On n'est pas dans le rythme où... c'est pas entraînant, là, OK? Numéro 12, Right Where You Left Me. 2021. Ça, c'est tiré du Vault dans... je pense que c'est Evermore. Est-ce que c'est Evermore? Je ne sais pas. Cruel Summer, 2019. Ça, c'est magnifique. Ça a plus écouté, je pense, sur Spotify. Ouais. Numéro 10, ça, c'est très étonnant. Ah oui, à propos de... disons... Dear John. Oui, ça, c'est très étonnant. C'est pas une de mes chansons préférées du tout de Taylor Swift, Dear John. Tu dois ne pas être sans savoir de qui parle cette chanson-là. Oui. Ça, c'est, comment il s'appelle? John, qu'on aime beaucoup. Là. Ben oui, que j'aimerais t'amener. Mellencamp. Non. Pas Mellencamp. Un petit peu trop vieux pour Taylor. Voyons, dis-moi. John Mayer. Mayer. OK. Ça, c'était numéro 10. Numéro 9, très, très belle chanson de Evermore, Marjorie. Oui, je la connais moi aussi. Bon, numéro 8, moi, je suis pas d'accord. Blank Space. Blank Space, moi, je pense que c'est de la bombe, là. Je pense que c'est... Ah oui? Ça, c'est 2014. Ça, c'est Blank Space, c'est... C'est son plus gros hit, hein, j'ai l'impression. C'est Red, ça, je pense. Non, de Blank Space, c'est 1989. C'est 1989? Ouais, tu vois. Lover, qui est magnifique. Ça, c'est numéro 7. Qu'elle a vraiment bien joué aussi à Toronto. Numéro 6, Long Live. Et ça, il faut voir Long Live dans le spectacle de Speak Now. Ça, c'est vraiment particulier. Parce qu'elle le fait après avoir marché dans la foule. Ça va s'asseoir. Magnifique. August, numéro 5. Ça en est une grosse. Ah, c'est, bon, ça, c'est une très bonne surprise, mais ils ont raison. Delicate. Quel album, ça? Delicate, c'est 2017. C'est peut-être. C'est-tu Reputation, ça? Oui, c'est Reputation. C'est ça. Toi, c'est les albums Magnifique chanson. Magnifique chanson. Numéro 3, Mirrorball. Là, il a raison. Ça te ramène... Mirrorball, c'est Midnight. Non, est-ce que c'est Midnight? Ou Evermore, je ne sais pas. Très belle chanson. Numéro 2, New Romantics. 2014. Ouais, ça, c'est 1989. Ça, c'est surprenant. Pas sûr que c'est la numéro 2, mais bon. Dans ton cœur, comme quoi c'est changé. Numéro 1, mais All Too Well. C'est-à-dire l'origine, 2012, 2021. La reprise. Et You Belong With Me, je pense que c'est 100 quelque chose. Surprenant parce que c'est... Il la trouve peut-être plus anecdotique. C'est une chanson absolument... Ça, c'est la tune de Claire, de ma mère. Ouais. Ça, c'était sa tune, c'est You Belong With Me. Moi, si j'avais à en mettre une, encore une fois, je pourrais changer d'idée à chaque jour, mais moi, ce serait évidemment comme des milliers de personnes. Ce serait Love Story que j'ai mis dans la vidéo, qui est pour moi la chanson qui m'a fait découvrir elle est dans les top 25. Moi, je l'ai justement imprimé les Love 15. Story, c'est du power pop là, à son... c'est une très bonne. À son meilleur. Ouais. Avec le changement de key pour le bridge. Elle respecte toutes les règles. Donc, voilà, c'était le livre. C'est pas une plug, là, dans le sens qu'on ne connaît pas Rob Sheffield, mais si jamais il y a des fans, sûrement que vous l'aviez déjà, mais Heartbreak is the National Anthem de... Ça, le titre de la chanson, c'est tiré de... Heartbreak is the National Anthem. Ouais. C'est... quelle chanson, j'ai oublié. Mais c'est des mots d'une chanson. Oui, c'est une référence. Parce que lui, c'est qu'il amène un côté journalistique, mais il amène aussi des réflexions, mais il le fait avec beaucoup de tendresse. Il joue avec l'aspect journalistique, mais avec aussi les émotions. Bref. Lui, il a droit les excusez-moi le mot français, là. Les releases des albums, c'est extrêmement contrôlé. Les sorties d'albums. Les sorties d'albums, il y a de la sécurité autour de ça, c'est incroyable. Ben, et lui, il les entend, il en parle dans le livre, il les entend 1 ou 2 journées avant, chez elle, je ne sais pas où, peut-être à New York. Il faut qu'il se déplace. Oui, non, mais ils se connaissent bien. Ah, OK. C'est pas un journaliste qui écrit sur Taylor Swift.
C'est un journaliste avec lequel elle fait affaire depuis longtemps. OK. Donc, en plus, ils ont une relation personnelle. Génial. Je reviens aux questions des gens. Charles Turcotte qui dit, est-ce que tu as aimé d'autres pop stars avant Taylor ou c'est la première? En termes de... Pop star? Ben non, c'est pas la première. Non? Quels sont les autres? Qu'est-ce qu'on qualifie comme pop star aussi? Ouais, moi, ma préférée pendant longtemps, c'était Carly Simon. Ouais. Dans un autre modèle de pop star, mais oui. Ouais. Beaucoup aimé Emmylou Harris, comme tu le sais. Harris. T'es-tu trop loin du micro? Emmylou Harris. Okay, bon. Country, résolument country. Oui, Emmylou Harris, oui, absolument. Leanne Rimes. Qui a été une grande influence de Taylor Swift. Oui, justement. Un de ses premiers albums qui l'a marqué, Leanne Rimes. Alison Krauss, qui est... encore une fois, beaucoup de la Bluegrass. Bluegrass, mais fabuleuse dans tout ce qu'elle a fait, seule ou avec... je ne me souviens plus du nom de son groupe. Puis c'est elle qu'on a vu avec Robert Plant. Oui. Et les deux disques qu'elle a fait avec Robert Plant sont vraiment très, très bons. Non, c'est pas... Donc, c'est pas au sens typique, mettons, une Madonna ou une pop star. Moi, je connais Madonna, mais j'ai peut-être un ou deux disques de Madonna, mais c'est pas comme Carly Simon. Non, je comprends. Emmylou Harris ou... Justine Tremble qui dit qu'est-ce que tu penses de sa relation avec Travis Kelce? No comment. Dans le sens que c'est pas ça qui fait que tu t'intéresses à Taylor Swift. Non. Francis _Goyer. Si David devait dater Taylor Swift, tu voudrais que ce soit de quelle era? Oh my God. Ben aujourd'hui. On a le même âge. 1999, je suis né en 89. Ouais. Milas vient qui dit Team Taylor Country ou Team Taylor Pop? Point d'interrogation. De la préférence? Ouais. Après, je pense. Son country était bon. Exact. Son country était... Mais t'es un gars peut-être plus d'une tendance country, mais je pense que aussi l'affaire avec Taylor Swift, c'est que tu acceptes chaque air aussi. Oui, tout à fait. Tu t'embrasses chaque air. Ouais. Et c'est, tu sais, quand on embrasse, comme tu dis, chaque air, c'est parce qu'il y a une évolution, il y a un changement, il y a une découverte, il y a une introspection, une innovation. C'est ça qui est intéressant. De Taylor, oui. De Taylor, OK. ARXXIICO, qui dit as-tu de la merch? Moi, je peux répondre à ça. Denis, non, moi, j'ai acheté mon T-shirt. On voit également le flag en arrière qui sert de décor aujourd'hui. Donc, c'est moi qui l'ai échappé du côté de la merch. Alexandrine 1555 qui dit qu'est-ce qui te touche dans son œuvre, Denis? Qu'est-ce qui te touche? Ben, on en a parlé plus tôt. Oui, exact. La productrice fait des musicals. Elle a commencé à 22, 23 ans. Elle en a 35. Et c'est du produit de qualité. Je ne vois pas qui peut faire ça. Je ne sais pas la Russie, la Chine, l'Angleterre, la France, le Mexique, le Canada. On peut pas. C'est unique. Il y a pas, tu sais, tu voulais voir les Canadiens dans les années 70, les Canadiens de Montréal jouer au hockey. C'était unique. C'est une équipe qui ça ne reviendra pas. Mais il y a un aspect justement comme historique dans ce que tu parles, mais au niveau, mettons, des émotions de son œuvre. Qu'est-ce qui te touche, mettons, si on va dans... Ben, c'est une femme de sa génération qui parle pour sa génération. Ça, c'est tes sœurs, Sarah et Erika, sont de la génération un petit peu plus vieille que Taylor Swift, mais c'est un autre discours, c'est... tu sais, ces textes la franchise est évidente, c'est direct, là. C'est très, très franc. Il n'y a pas de détour. Oui, tu regardes. Oui, non, c'est de la bonne littérature, là. C'est bon. C'est une chroniqueuse des temps de son époque. Donc, c'est ce il me semble. OK. Et donc l'authenticité dans cette affaire-là. Je trouve que c'est du storytelling. Bon, il y en a qui... C'est banal, là, mais il y en a... By the way, les textes des 3-4 derniers albums sont nettement supérieurs aux texes des premiers albums. Ah oui? Tu trouves oui. Ça, il faut voir... Ben, c'est sûr que... regarde, Heartbreak is a National Anthem. Ça, est-ce que c'est All Too Well? Je me souviens plus. Je ne peux pas te dire. Est-ce que c'est elle qui écrit tout? Je ne sais pas. Mais... je pense au niveau des textes, un peu plus. Je pense que la musique, elle a plus de collaboration, je pense, de ce niveau-là. Mais les textes, ça a l'air tellement d'être collés sur sa vie. Après, ça se peut aussi qu'elle ait de l'aide. Mais, ouais, bref. On ne saura jamais les textes de Lennon McCartney
George Martin devait les retoucher aussi. Là. C'est ça qu'on ne sait pas. Il ne peut pas arriver dans Beatles collé aussi, avec la musique. il s'aidait, avec George, avec tout ça. Bon. Il y a des phrases dans Taxman écrites par John, mais il y a des phrases dans Come Together écrites par George. Tu comprends ce que je veux dire? C'était pas tout le temps dans les song credits, mais il y avait de l'aide. Je ne sais pas si on la connaît pas, là. Elle est dans le spectacle très généreuse pour mettre en valeur d'autres gens autour d'elle. Elle a été très généreuse, il faut dire que ça a été payant, dans les bonus qu'elle a donnés aux gens. Il y a un article dans The Economist du début décembre qui dit que c'est pas une très bonne capitaliste. Très intéressant comme article. Parce que? Parce qu'il dit, écoutez, voici le prix médian de revente des billets dans toutes les villes où elle a été jusqu'à maintenant. Mm-hmm. Puis ça excluait Toronto, je ne me souviens plus. Et donc, elle aurait pu charger plus cher pour ses billets. D'accord? Mm-hmm. Ça, c'est la première partie de l'article. La deuxième partie de l'article, c'est si elle avait fait ça, le net pour elle, c'est 10 millions par show. Okay? C'est pour ça que ça représente 1 milliard. Le show aurait été 4 à 5 fois plus payant. Et là, l'article finit en disant non, elle a la vue sur le long terme. Mm-hmm. Elle a la vue sur... Non, c'était un World Tour, mais c'était vraiment un World Tour, OK? À l'exception de la Chine, là. Mm-hmm. Mais, donc, tu sais, il y a des limites là, à ce que tu peux ramasser comme argent, ou il n'y en a pas, là, selon ton idéologie. How much pie can you eat? Ben, c'est ça. OK, donc, il y a quelque chose qui, entre guillemets, rassure dans le business qu'elle mène. C'est un business. Mais je pense que ça rejoint encore une fois le marketing. Je veux dire, est-ce qu'elle va être la fille qui charge 800 au billet le moins cher, ou elle va être celle qui charge qu'on a payé 700 pour 4 billets? Ouais. Elle a un following dont elle doit s'occuper. Là, tu sais. Exact. Puis je pense que le lien avec sa communauté est une des pierres angulaires de ça. C'est ça qu'elle faisait dès qu'elle a commencé à 16 ans, hein, sur son Exactement. site, bien avant les réseaux sociaux. Ce qui m'amène à la question deux questions de Dominique Tardif de la presse à qui j'ai parlé, parce que lui, c'est un Swiftie invétéré, qui me dit, de manière générale, est-ce que tu t'identifies à ce que Taylor raconte? Est-ce que, je ne sais pas si ça rejoint un peu la question d'avant, mais est-ce que tu t'identifies non, à cause de l'âge. Mais justement, de par ton point de vue, c'est ça qui t'intéresse aussi. Quand on lit un livre qu'on aime beaucoup, on n'est pas nécessairement un personnage du livre. Ouais. On n'est pas nécessairement dans le narratif du livre, mais quand c'est comme dans une pièce de théâtre, on la regarde et on se dit « Oh là là! » Et c'était intéressant comme histoire. L'intérêt. Maintenant, passe à autre chose. Il y avait une bonne question, Dominique, qui dit dans All Too Well, est-ce que tu t'identifies plus à la narratrice, en parenthèse Taylor, ou au personnage du père qui doit consoler sa fille à cause du méchant, du méchant Jake? Donc, oui, c'est ça. Question piège. Finalement, est-ce que tu t'identifies à plus l'un ou l'autre, ou tu le regardes différemment, en fait? Tu le regardes plus comme spectateur. Oui, voilà, je le regarde plus comme spectateur. Ouais. Puis c'est une chanson que j'avais beaucoup aimée. Puis c'était dans la Vault. Là, c'est déjà fait. La version longue. La version 10 longue avait déjà été faite. Ah ouais. J'avais décidé de ne pas la garder la première fois. C'est une drôle de chanson. Hein. Je le disais tantôt, c'est pas une chanson qui est entraînante. C'est pas pop au sens où c'est chansons c'est plus gros hit le son. Là. Non. Et pourtant, c'est une chanson qui... Oh là là! Je voulais terminer avec un petit quiz, Denis. Un petit quiz Taylor. Non, mais je ne suis pas un spécialiste. Non, mais quand même, juste pour le plaisir, les gens, évidemment, vont pouvoir se reconnaître les Swifties, mais pourquoi s'appelle-t-elle Taylor? Ah ben là, ça, c'est facile. Et quand j'ai lu, il y a très longtemps, que ses parents aimaient beaucoup James Taylor, ben moi, James Taylor, c'est un des tops que je t'ai amené voir au Centre Bell. Au Centre Bell, oui. Il a fait James Taylor, à cause de l'auteur, compositeur James Taylor. Il s'appelle Bruce Wallet, Annie Richmond. On est en 60 et... je sais pas, là. 79, 70, 71. Et il me fait entendre Sweet Baby James. Et... The rest is history. Il y a une deuxième raison pour laquelle elle s'appelle Taylor aussi. Est-ce que tu as entendu parler? Pourquoi c'est pas appelé Taylor? Non, peut-être pas. Après James Taylor, c'était l'aspect unisexe
du nom. Eux, ils étaient en business, stockbroker, en tout cas, ils étaient dans les finances. Puis on dit, parce qu'elle était jeune, s'il avait travaillé là-dedans, quand les gens vont voir Taylor, ils ne pourront pas savoir si c'est un gars ou une fille. Donc, ils ne pourraient pas avoir de discrimination. C'est plus que moi. Donc, il y avait un aspect aussi. C'est plus que moi. On vient d'en parler, mais à propos de qui serait la chanson All Too Well? Est-ce que ça, c'est ça? Parce qu'elle a eu quand même des ex médiatiques qui sont des Je l'ai lu, mais j'ai oublié. Quand Dominique Tardif disait le méchant Jake, c'est une référence à Jake Gyllenhaal parce qu'elle aurait daté Jake Gyllenhaal. Donc, ce serait à propos, apparemment. Oui, j'avais déjà lu ça. J'ai oublié. OK, celle-là, tu risques de peut-être la voir. Quels sont les titres des 2 chansons sur lesquelles tu as dansé avec ta fille, ma sœur Erika, pour la première danse à son mariage? Shake It Off. Puis, tu l'as mentionné précédemment. Best Day. Exact. En fait, c'était Best Day. Il y avait un break au milieu qui surprenait tout le monde, Shake It Off, et vous reveniez. Dans The Best Day, elle rend hommage à son père. En fait, c'était ma sous-question. C'était à savoir à propos de qui est Best Day. C'est comme... c'est les deux, en fait. C'est ça, c'est ses parents. Parce que c'est... Un peu plus sa mère. Plus sa mère, même. Elle parle aussi de son frère, un peu. Mais c'est beaucoup une chanson à propos de sa mère, Andrea, Best Day. Et c'est... ça, c'est compliqué, là, parce que moi, j'étais à Paris, 2015, et Erika nous avait proposé de faire commencer la danse de la mariée avec son père, avec Shake It Off. Donc, on avait pratiqué sur Skype, j'imagine, la chorégraphie. Avec les... Ouais. Parce que elle était à Ottawa, puis toi, était à Paris à ce moment-là. C'est complètement fou comme idée, mais je pense que ça a fonctionné. Ce qui est drôle, c'est que la veille du mariage, moi, j'étais allé dans le hall d'entrée pour réviser mon speech pas de best man, il n'y avait pas de best man, mais je faisais un discours là, avec des blagues là, sur les mariés. Puis j'étais allé dans l'entrée avec mon ordinateur, puis là, je vous ai vu, ting, sortir de l'ascenseur, puis on va aller... Puis moi, j'étais concentré dans mes trucs, il fallait que je révise mes affaires, mais j'ai appris après que vous alliez pratiquer pour la première fois en personne. Exactement. La danse. On ne l'a pas reproduit exactement comme non, vous l'aviez simplifié quand même parce que oui, parce que même la simplification n'était pas tout à fait au point. Monsieur Claire, ma mère, pendant elle était comme « Il va mourir! Appelez-le! » Elle pensait que tu allais avoir un arrêt cardiaque pendant la... donc, bref, même Taylor était dans le mariage. Oui, donc voilà, ce qui nous amène à la dernière question, je trouvais qu'il était relié à la période de l'année. Sur la ferme sur laquelle elle a grandi en Pennsylvanie, qu'est-ce qui faisait pousser? Les arbres de Noël. Ding, 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 ding! Bonne réponse! Mais ça, c'est des questions faciles. Ben non, mais je ne suis pas spécialiste. Moi, je suis simplement un mélomane qui la trouve très, très bonne. Colin, après 1h et quelques de podcast, on peut en dire que tu es en tout cas, certes un fan, un féru. Oui. C'est ça. Juste avant de terminer, écoute, c'est ça, s'il y en a qui ont la chance de lire le livre de Rob Sheffield, sûrement que vous en êtes déjà au courant si vous êtes un Swiftie. Sinon, moi, j'avais une suggestion de chanson que j'ai découverte cette année. C'est un cover d'une de ses chansons, I'm Only Me When I'm With You, qui est une chanson de son premier album, qui est un peu, justement, un peu plus simpliste, qui est passée dans le beurre à l'époque, mais qu'une fille que j'aime bien, qui est indie rock, qui s'appelle Soccer Mommy, a repris. Et qui en a fait une version que j'aime étrangement encore plus que l'original, qui donne une profondeur que je pense que la Taylor de 16 ans ne pouvait pas soupçonner à l'époque. Donc voilà, allez voir ça sur Spotify, Soccer Mommy, I'm Only Me When I'm With You, version grunge pop-ish, indie rock. Voilà, sinon évidemment, je pense que c'est pas moi qui vous apprends que Taylor a un album de Noël que j'ai amené en Arabie Saoudite à l'époque. Oui. Où elle reprend Last Christmas, entre autres, de Wham! Bien. Et compagnie. Sinon, Denis, avant qu'on termine, est-ce que tu as un mot de la fin sur Taylor? Long live. Écoutez, 2 mots. Long live Taylor. Ouais. Merci énormément d'avoir participé à ça. T'as-tu du fun? Ben oui. Bon, very good. S'il y en a qui veulent voir Denis en personne pour lui offrir un bracelet de Swiftie, mais c'est très facile. Le 26 mars 2025 au Club Soda, il sera là, dans la salle, pour la première de mon spectacle. Super normal. Le 26 mars, première à Montréal. Le 28 mars, 2 jours après, à Québec, au Grizzly Fuzz. Puis même le samedi, le 29, je suis à Brossard, au club. Donc, toutes les dates, tous les billets, taylorswift.com. Non, c'est pas vrai, davidbocage.com. C'est votre chance de voir Denis en vrai. C'est le 26 mars. Je dis ça, je dis rien. OK! Je vais être dans les fêtes. Bye-bye now.